Alors, bienvenue pour ce deuxième épisode du Ciné-Club du Discord de Parole d'honneur. Donc aujourd'hui, on a un film qui nous a été recommandé par Jim Reno. C'est tout simplement The Swimmer, ou Le Plongeur en français. Un film de Fred Perry, sorti en 68, avec en rôle titre Burt Lancaster. Donc tout d'abord, on va faire un peu la genèse de ce film-là, puisque c'est adapté d'une nouvelle de John Cheever. John Cheever, du coup, qui a publié cette nouvelle dans le magazine de New Yorker. Donc le New Yorker, c'est un magazine quand même assez connu, même en France, puisque c'est un magazine souvent qui a des critiques, qui a des nouvelles, des essais. Et du coup, c'est quand même quelque chose, même lu, traduit en français, qui est pas mal connu, mais qui est surtout connu aux États-Unis, puisqu'il y en a beaucoup de nouvelles qui ont été adaptées. Alors, d'abord, pour concentrer sur la personne qui a fait la nouvelle dont est inspiré le film d'aujourd'hui, John Cheever. Donc, il y a une très belle description du Guardian que j'ai mis du coup sur le Discord, mais qui sera aussi en lien dans la vidéo. Elle est parfaite pour avoir un peu une idée de l'homme que c'était. Mais si on devait le résumer, c'est un écrivain qui parle très bien de la vie dans les banlieues américaines. Donc toutes ces banlieues un peu pavillonnaires, riches, qui sont très différentes un peu de celles qu'on peut avoir en France, vu que les banlieues américaines sont surtout beaucoup plus riches avec les classes sociales qui se sont extraites des centres-villes. Donc en plus de ça, on a des problèmes personnels qu'a eu l'auteur, qui est l'alcool, lié à sa sexualité, une détestation de soi, qu'on voit dans l'œuvre, qu'on voit notamment dans l'œuvre qu'on va voir aujourd'hui, indirectement. Donc ça va être très intéressant. Après, il est bon de rappeler que la nouvelle ne fait que 12 pages dans le New Yorker, et que ces 12 pages, du coup, ont été adaptées en un scénario qui nous donne un film d'à peu près 1h40. Donc qui a adapté ce scénario ? La personne qui a adapté ce scénario, c'est Eleanor Perry, du couple Eleanor et Fred Perry, le réalisateur. Donc c'est un couple qui a fait beaucoup de films ensemble, du coup avant de se séparer dans les années 70, ce qui leur donne un peu une patte particulière, assez intéressante. Ils ont surtout fait quand même des films un peu moyen budget, où ils ont cherché une certaine indépendance, sans non plus sortir du système hollywoodien. On est sur deux personnes quand même qui ont fait, à part une exception dans leur filmographie, tous les films sont quand même des films sortis d'Hollywood, avec tous les problèmes qu'on connaît, les financements et toutes les questions de financement liées aux grands producteurs. Ce qui est important à noter dans leur filmographie, c'est des thèmes souvent récurrents, donc la sexualité, une critique des conventions sociales, de la folie. Donc c'est notamment 3 films qui sont à quelques années d'intervalle, du coup Le Plongeur, Last Summer et Journal intime d'une jeune mariée. 3 films dans lesquels on a ces thèmes-là. Donc très intéressant de voir en quoi leur personnalité a pu influencer un peu le film. Mais il y a ce point à noter, c'est que le film, même s'il a été réalisé par Fred Perry et écrit du coup le scénario par sa femme Eleanor Perry, il n'a pas été terminé par Fred Perry, puisqu'après une brouille, ce qui arrive très souvent, le producteur a fait appel à Sidney Pollack. Alors Sidney Pollack, un réalisateur oscarisé, un nombre de films très impressionnant. Frank Perry, je dis quoi, Fred Perry ? Ah ouais. Donc je me corrige, Frank Perry. Fred Perry, c'est une marque de vêtements, du coup pas du tout. Donc oui, je sais, j'ai eu un mix, ça peut arriver. Du coup, Sidney Pollack, là je ne fais pas l'erreur, Sidney Pollack, moult fois oscarisé. Donc on a bien sûr des films comme The Firm avec Tom Cruise, on a Out of Africa avec un de ses acteurs fétiches, Robert Redford, on a Tootsie, un film aussi qui vient un peu faire critique sur le genre, un peu la façon dont c'était fait dans les années 80, donc bon, pas forcément le meilleur truc. Mais du coup, c'est Sidney Pollack qui va terminer le film, et notamment, il va retourner une scène vers la fin du film, très importante. Alors, je vais pas la dévoiler tout de suite, où on est encore qu'à l'introduction. Je vais en reparler quand on y sera.
Mais du coup, ça peut permettre de se comprendre en quoi cette scène a pu être réalisée très légèrement différemment, qu'au final, elle est un peu plus normale. Enfin, comment on va, pas normale, mais plus dans les habitudes d'un film hollywoodien. Parce que bon, Sidney Pollack, même si c'est un réalisateur oscarisé, c'est quand même un réalisateur assez classique, on va dire, dans sa réalisation. Il fait des très grands films, mais des films peut-être un peu conventionnels, on va dire. Enfin, j'ose dire ça. Hein. Alors, avant de passer sur Burt Lancaster, je vais repasser rapidement sur le New Yorker, puisque le New Yorker, magazine américain fondé en 1925, du coup, comme je disais, qui publie des critiques, des essais, des fictions, et beaucoup de fictions qui ont été adaptées par Hollywood. Donc en plus, évidemment, du Plongeur, qui est le film d'aujourd'hui, dont je vous ai déjà présenté l'auteur, on a Brokeback Mountain, qui à la base est une nouvelle publiée dans le New Yorker. On a La vie incroyable de Walter Mitty, là aussi une nouvelle du New Yorker. Et finalement, on a film que je connais un peu moins bien, mais qui quand même a fait quelques entrées, Away From Her, qui est aussi adapté d'une nouvelle du New Yorker. Donc maintenant, l'acteur titre, Burt Lancaster. Burt Lancaster, hein, un de ces acteurs très connus d'Hollywood, une personnalité, un visage qu'on reconnaît facilement. Donc c'est un acteur très athlétique, qui avait du coup beaucoup de rôles, qui mettait un peu sa physicalité au début de sa carrière. Le grand film qui l'a fait connaître, c'est The Killers, adapté d'une nouvelle d'Ernest Hemingway. Après, on a Le Charlatan, aussi grand film de Lancaster. Et finalement, peut-être le film qui ici va être le plus connu, parce qu'il est très souvent cité, c'est un conseil de visionnage qu'on a beaucoup, c'est Le Guépard. Le Guépard avec Alain Delon, classique aussi, c'est un film si fantastique de sa filmographie. Donc après, pour parler de Burt Lancaster, l'homme, après avoir parlé de l'acteur, c'est un homme d'engagement, comme un certain nombre d'acteurs, mais pas tous. Il a beaucoup milité pour le mouvement des droits civiques dans les années 60, il a milité contre la guerre au Vietnam, et à la fin de sa vie, il a aussi lutté pour le droit des personnes homosexuelles dans le contexte très particulier de la crise du sida. Donc c'est quand même quelqu'un avec des principes, ça c'est bon de le rappeler, toujours comme ça. Alors finalement, le film dont on parle aujourd'hui, Le Plongeur, The Swimmer, c'est un film qui a eu beaucoup de noms. Et ça c'est aussi un truc que j'avais envie de noter, c'est qu'il y a un peu ce problème-là qui a dû se poser l'exploitant, parce que souvent le nom, c'est pas vraiment le réalisateur, c'est très souvent l'exploitant, donc la personne qui va le diffuser en salle, qui cherche le nom. Parce qu'il dit, faut que je trouve un nom où les gens ont envie d'y aller, mais en même temps qui dévoile pas trop l'intrigue. Et Le Plongeur, The Swimmer, si on compare le terme français et le terme anglais, même s'ils ont à peu près la même base, enfin le même champ lexical, c'est pas tout à fait la même chose. Le plongeur, le baigneur, le nageur plus. Mais on a eu d'autres titres qui étaient un peu plus de nature à nous raconter l'histoire. Oui, c'est Le Plongeon. Le Plongeon, Le Plongeur. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? Ah, il me semble que c'était le plongeon. C'est Le Plongeon. Bon, Le Plongeon. Bah, je me suis aussi un peu trompé là-dessus, mais en tout cas, il y a cette idée de, dans le titre français, que ça soit Le Plongeur ou Le Plongeon, mais c'est sûrement Le Plongeon, de très légèrement différente du nageur, qui est un peu le titre anglais. Parce qu'un nageur, il y a un côté peut-être plus passif que dans le plongeon, où c'est un côté quand même actif et de changement de nature, de passer de la terre à la mer très souvent quand on plonge. C'est que le nageur, il reste dans la mer. Bon, ça, c'est des choses qu'on développera peut-être plus après. Yep. Du coup, je vais vraiment peut-être même m'arrêter là, dans mon introduction sur le plongeon. Parce que c'est un film où déjà en dire peu, c'est en dire beaucoup. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer d'explorer
de plusieurs thèmes euh, dont parle le film. Peut-être pas, non, je vais faire ça dans une seconde partie. Dans une première partie, je vais demander du coup à chacun qui en a l'envie de donner un peu l'impression qu'il a eu du film. Donc c'est-à-dire sans vraiment aller trop dans le film, sans vraiment le raconter, peut-être 2-3 détails pour appuyer une... comment on peut appeler ça? Une sensation que vous avez eue en le regardant. J'aimerais que vous m'en parliez. Donc Yas, toi qui as ton micro ouvert, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé de ce film? Ouais. Alors, The Swimmer, c'est vraiment un. Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est un film où on sait pas vraiment où est-ce qu'on va, et qui est plutôt à part dans tous les autres films que je pense que vous avez vus. Parce qu'en fait, ça. Déjà, rien que le début, je vais pas parler de scène, mais avec le début, il apparaît au hasard de la forêt, et on sait pas, en maillot de bain, on sait pas où est-ce qu'il va aller. Et le film est hyper intéressant parce qu'en même temps, il se prête à l'interprétation. Et en même temps, il y a ce côté poétique tout le temps. Et le personnage est super bien joué par Lancaster, qui a un contre-emploi, mais ça, on en parlera, je pense, plus tard. Donc, excellente découverte pour moi. Ouais. Très bien, c'était très succinct, mais ça nous en dit déjà beaucoup. Alors, une question après que je poserai aux autres, mais que j'avais déjà posée dans le premier épisode. Comment tu as regardé le film? Dans quel, comment tu t'es mis pour le regarder? Est-ce que tu étais devant Ah, l'ordinateur, la télé, tout ça? ouais, j'étais devant mon PC, Hmm. Que c'est bien assis parce au que... début, Ouais, et rapprochant de plus en plus la tête de l'écran, parce que le film devient bizarre, quoi. c'est ça, c'est ça. Souvent, c'est un peu une sensation qu'on a. Du Ouais. coup, qui a envie, du coup, de parler après Yas? Data, à toi. Ouais. Alors, moi, comme souvent les films, j'aime bien les regarder un peu à l'aveugle. Donc, j'ai rien lu d'avant, donc je me suis fié à votre avis. Et du coup, j'ai rien lu, j'ai rien écouté avant. Donc, c'était totale découverte. Et au début, je vous avoue, j'ai commencé, j'ai regardé, pareil, j'étais un peu perdu. Je me disais, qu'est-ce qui se passe là? Et je me suis dit, bon, bah, ça va être une critique classique de la vie américaine, avec peut-être un peu d'humour noir. Mais plus le film avançait, plus je trouvais ça extrêmement bien. Comme l'a dit Yaz, à la fois tous les aspects poétiques et tous les éléments qui se prêtent à interprétation. Mais ensuite, quand j'ai réfléchi au film, il y avait plein de petits détails qui se prêtent à plusieurs visionnages, à lecture pas mal de choses autour du film, etc. Donc c'est un très très bon film. Au début, j'avais pas forcément d'avis, ou j'étais un peu pas déçu, mais voilà, je me disais oh, ça va être un classique. Et à la fin, en fait, c'était un très très bon truc en fait. Très intéressant. Bah, ça, c'est une question que je poserai à Jim plus tard, Jim Reno plus tard, si il peut parler. C'est que vu que c'est un des, je pense, seuls qu'il avait déjà vu, alors je sais pas s'il l'a revu, mais en tout cas, voir sa vision en tant que personne qui l'aurait éventuellement revu, je trouve ça très très intéressant. Là, du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut donner sa sensation sur le film? Ah, Jim l'a revu, très intéressant. Là, vous êtes tous un peu timides, peut-être. Vlad, est-ce que tu veux Ouais. parler du film? Pardon. Ah, oh, Glynrod, est-ce que tu veux parler? Ouais, je viens en Allez, on parler, ouais. t'écoute. Du coup, moi j'ai fait un peu comme Data Scientist, c'est-à-dire que j'aime bien découvrir les films sans avoir rien vu avant et tout. Donc je l'ai vu comme ça sur mon PC en aveugle. Et au début, c'est vrai que les premières scènes sont très contemplatives et tout. Donc je me suis dit, ah oui, on est vraiment dans le cinéma comme ça. Enfin, je m'attendais pas à un truc chiant, vous voyez, mais un truc très contemplatif, tout ça. En plus, l'idée de départ qui structure tout le film est assez bizarre. Donc je savais pas trop quoi en penser. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le film avance,
on comprend de plus en plus de choses. Et à la fin, enfin, moi, j'ai adoré la conclusion et tout le build-up qu'il y a tout au long du film. Donc, très satisfait, ouais. Très bonne découverte. C'est ça, on reviendra un peu plus sur tout ce build-up, sur comment le film s'ouvre, se découvre tout au fil des minutes de son histoire. Donc ce sera un moment quelque chose de très intéressant Ouais. sur lequel revenir. Du coup, est-ce que tu as fini ou est-ce que tu as peut-être encore un petit... même question que les autres. Je me sens pas avoir entendu comment tu l'as regardé ce film. Est-ce que c'était sur ordinateur Oui, sur ordinateur, ouais. Très bien. Ouais. Donc, est-ce que, comme Yaz, en t'approchant après de l'écran, en te posant des questions... Ça, j'ai pas fait attention. Donc, c'est pas grave. Donc, Mais avec de plus en plus d'intérêt, ouais. c'est bien. Ça Enfin, va. je pense que c'est un peu la sensation de tout le monde. C'est le film, il commence assez lentement, presque comme quelque chose qui serait en fond. Que tu pourrais être près sur ton téléphone en train d'écouter ça très vaguement. Mais le film, clairement, si t'étais sur ton téléphone, Ouais, il te le fait c'est ça, lâcher ouais. très vite. Hein. Il te dit tout de suite, C'est ça, ouais. regarde-moi, Ouais, là il se passe des choses. Mais bon, on reviendra à ça après. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Vlad, peut-être? Je sais pas si tu es là si tu l'as vu ou est-ce que tu veux juste nous écouter? Ouais, je crois que Vlad avait dit qu'il était en déplacement. Ah oui, c'est Qu'il vrai. nous écoute. C'est vrai, il nous écoute de loin. Donc, il me semble, Mariam, au pire, je sais que tu peux parler. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent parler là ou pas. Enfin, pour la parité. Parce que le problème, c'est que du coup, Mariam, je pense que c'est elle qui terminera les Ouais. premières impressions. Parce que, Est-ce que, je sais pas est-ce que vous si m'entendez? on t'entend très bien. Magnifique. Moi aussi, j'ai regardé le film sans savoir du tout de quoi ça parlait. Donc, je l'ai regardé là tout à l'heure sur mon ordi, tranquille. Quoi, bon, j'étais interrompue, mais j'ai un peu regardé quand même. Et je trouve ça intéressant déjà les films qui partent d'un objet. Genre là, c'est une piscine. Le mec, il arrive et il dit, bah voilà, je vais parcourir toutes les piscines du coin, quoi. Donc déjà, le principe comme ça, j'ai trouvé ça rigolo. Surtout qu'à chaque fois, il va prendre quelqu'un un peu avec lui, genre tu peux me suivre et tout. Mm. Donc ça, j'ai bien aimé le concept. Après, il est un peu troublant, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à savoir quel est l'objet vraiment quel est l'objet principal du film en dehors de ça. Tu vois qu'il veut t'emmener quelque part, mais tu sais pas exactement où, quoi. Donc c'est cool et c'est troublant en même temps. Et sinon, ce que j'aime bien dans ce genre de film, c'est que c'est très concentré sur les dialogues, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant, ouais. Non, non, il est très intriguant ce film. Très intéressant. Très bien, très bien. Donc on Voilà. reviendra là-dessus, notamment la piscine en tant qu'objet, ça fait un peu partie d'un des thèmes. Enfin, je l'ai inclus dans un plus grand thème, mais ça en fait partie. Donc on en parlera plus longuement plus tard. Du coup, on a Vlad et la Galapaga qui ne peuvent pas parler. Est-ce que Poncho, tu veux t'exprimer? Ou là on teste les gens qui veulent ou pas parler. Ramon non plus. Poncho n'a pas vu. Ah oui, c'est vrai, il n'a pas vu. Ramon, est-ce que tu l'as vu ou pas? Non plus, peut-être. Comme ça, au moins, ça me donne une idée de qui va parler aussi. Ça, après, je pourrais vous lancer un peu plus fluidement une fois qu'on sera dans la discussion. Ah, Jim. Il a débloqué son micro. C'est donc, de toute évidence, lui qui va terminer cette première phase de présentation de de notre visionnage, de nos sensations qu'on a vues. Et il va terminer ça avec un moment très intéressant, c'est de nous donner l'expérience d'une personne qui n'a pas vu, mais qui a revu ce film. On t'écoute. Ah, et j'ai l'impression qu'il a un souci avec Ah. son mic. Mince. C'est pour ça qu'il devait se dire, mais quel impoli, il me coupe alors que je parle, alors que je l'entends pas du tout. On voit ton micro qui s'active, mais ça prend pas ta voix, j'ai l'impression. Augmente le son, peut-être? Essaye. Là, en tout cas, ça capte rien. Ah. Ah, quand tu tapotes, on entend.
Augmenter le gain peut-être. Dans l'énorme panneau qu'il y a sur ta table de mixage, il y a sûrement un petit bouton à tourner là. J'aurais mis tous les potards à fond. Allez. Non, parce que là, de toute évidence, les petits bruits qu'on entend, ça doit être quand tu tapes sur le micro et ça, on l'entend. Tu vas y arriver. Peut-être pendant qu'il configure son micro, on peut peut-être parler du contexte historique du film. Je sais pas si t'en as. Je me sens pas que t'en aies parlé pendant l'intro. Ouais, bah je Juste t'écoute. vite hein. fait. En fait, le film, il a été fait juste avant le début du nouvel Hollywood, qu'on appelle les nouveaux films dans les années 70. Allô Ah, on l'entend. ok, salut. Allô Peut-être on va Je vais juste pouvoir laisser compléter très bien. Yas du coup faire le petit rappel historique, puisque ça vient s'inscrire encore dans l'introduction, et après on te laissera terminer du coup. Moi, je vous entends plus. Ah, tu nous entends plus maintenant? Oh non. C'est pas possible. On va y arriver. Sa table de Ouais. mixage c'est une one way quoi, c'est Allô soit on entend soit il parle. C'est un talkie-walkie ou... Ouais, nous on t'entend. hein. Ouais, on t'a entendu pendant quelques secondes. Moi j'entends plus. Ah, c'est quelque chose, hein, les petits problèmes techniques. Ouais, mais je parle là. Ouais, on Ah, tu t'entend. m'entends, hein. là Nous on t'entend, Ah, c'est on bon. t'entend. Ouais. Et moi, j'entends plus. hein. Oula. Ça y est, tu vas y arriver. On t'entend même taper. Ah, c'est terrible. Terrible. Bon, du coup, peut-être tu peux continuer ta petite présentation historique. Ouais, du coup, c'est un film qui a été fait vraiment au tout début de ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui est, c'est un peu comme la Nouvelle Vague en France, un mouvement de cinéma qui s'est inscrit contre donc toutes les valeurs américaines et qui va venir un peu casser, comment on appelle ça, tous les mythes hollywoodiens. C'est-à-dire il va se mettre par exemple contre le mythe du western qui présentait des cow-boys très propres, etc. en faisant des. Oui, et c'est là tout le. Peut-être ce que tu voulais dire dans le contre-emploi de Burt Lancaster, non? Exactement. Très bien. Moi, Exactement. j'ai vu ce que tu voulais dire. Mais c'est là où, du coup, le film est encore plus intéressant. Parce que c'est pas, Oui, carrément. c'est pas le premier film du couple Perry, où il y a déjà un peu de la Summer, qui est le film, je crois, qui vient juste avant. On est déjà un peu dans un sort de nouvel Hollywood. Il y a déjà leur point de vue qui est principal, le fait de mettre un peu de côté l'influence des studios. Parce que c'est pour ça que je parlais un peu d'influence des studios. C'est-à-dire que les studios leur ont donné de l'argent, mais un peu, bon, faites un peu ce que vous voulez, voilà. Ouais. Mais Le ce film film a eu beaucoup de mal à se financer, C'est ils ça. ont galéré, ils ont eu plein de problèmes de production. Et malgré Burt tout, Lancaster a été imposé aussi. hein, c'est d'ailleurs. ça, et malgré tout, ils n'ont pas fini le film. C'est Pollock qui finit Ouais. le film. Et Pollock, pour moi, c'est presque un retour à l'ancienne Hollywood. Hein. Après, Pollack, c'était Pollack, c'était pourquoi le début de sa Pollack carrière. hein. Ouais, mais c'est marrant de voir ce qu'il est devenu. Parce que après, c'est pas Ouais. le seul. On peut dire, dans un certain sens, Lucas et Spielberg, qui sont deux éléments essentiels du nouvel Hollywood, de ses débuts, ils sont devenus après presque les fossoyeurs du nouvel Hollywood. Ils sont devenus finalement le retour à cet Hollywood des studios. Mais ils ont même fondé leur propre studio. En fait, c'est ça qui a changé, quoi. Il y a eu des cartes qui ont été rabattues, enfin, sans vraiment que ce soit des studios, mais en tout cas, ils ont fondé des structures qui leur a permis de faire leurs propres films, de faire les films d'autres personnes. Et finalement, c'est un retour à cette sorte d'establishment où, avec beaucoup d'argent, des trucs assez classiques, des structures qui se répètent. Des franchises de Et films. c'est pour ça ce film-là, tout en nous donnant ce que ce sera, enfin, tout en étant un début d'un nouvel Hollywood, finalement,
les créateurs du film vont jamais en profiter. Puisque après les années 70, quand ils se séparent, ils ont plus de succès. Enfin, là, on va dire, ce film-là, c'est vraiment le summum de leur carrière. Au niveau, on va dire, peut-être même à la fois critique et à la fois public, le succès, tu vois. C'est le succès public et critique, c'est là leur maximum. Ouais. Ah ouais, en plus, le film a été hyper mal distribué à l'époque quand même. Donc en fait, oui, ils ont un succès, je pense, d'estime, mais commercialement, il me semble pas que le film ait bien Ce qui n'est pas marché. très étonnant parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, le système américain, au niveau des distributions, qui est un peu différent du système français, enfin, il y a 2-3 similarités, mais aux États-Unis, c'est principalement les studios qui ont les salles de cinéma. C'est-à-dire quasiment toutes les salles de cinéma appartiennent à des grands studios ou à des grands groupes, comme AMC, des choses comme ça. Ça fait que pour passer en cinéma, vous devez avoir un contrat avec un grand studio. Ce qui n'est pas forcément le cas en France. En France, il y a quand même plein de cinémas privés. Bon, on a le cas des Gaumont, qui est du coup un cinéma qui appartient à une grande maison de publication et tout, de production. Mais sinon, on a beaucoup de cinémas de quartier, des cinémas comme ça qui peut diffuser un peu tout ça. Et c'est là où ça donne quelque chose de très différent. Donc je suis pas étonné, sachant un peu ce qui entoure le film, qu'il ait été très mal distribué. Voilà. Donc, c'était très intéressant, comme point un peu pour terminer l'introduction. Alors, est-ce que Jim n'a toujours pas résolu ses problèmes? Je pense qu'il est en train de mettre en point une autre méthode là, parce qu'en fait, il pouvait nous entendre mais pas parler, ou parler ou pas, et pas C'est nous ça, c'est entendre. vraiment tout ou rien. Il est parti là. Bon, on va enchaîner. On reprendra avec lui après, s'il trouve, j'espère, le moyen de régler ça. Donc, alors, je l'avais pas mis comme premier thème, mais vu que Mariam en a parlé, c'est le premier thème qu'on va aborder. C'est tout ce qui entoure l'eau. Donc, elle a parlé des piscines, mais il y a vraiment ce thème très très général de l'eau. J'avais même mis 2 thèmes différents. D'un côté, il y a la couleur bleue, et de l'autre, il y a l'eau. Pourquoi je sépare ces 2 thèmes? C'est parce qu'au final, même s'ils se rapprochent dans le film, l'eau, c'est... Il a... comment on peut appeler ça? L'eau est un sujet un peu différent aussi. Il y a la couleur bleue qui s'intègre dans celui de l'eau et pas l'inverse. Donc, on va parler de l'eau. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça? Est-ce que vous avez vu un peu le sort de fil rouge? Enfin, même pas fil rouge, puisque c'est le fil narratif évident de l'histoire, l'eau. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez réussi à ramener à ce fil-là? Donc, est-ce que Mariam, toi, qui m'a parlé de piscine, est-ce que tu as du coup... Enfin, déjà, ce serait intéressant de savoir où tu t'es arrêté. Parce que comme ça, qu'on n'aille pas trop loin non plus. Je me suis arrêtée au moment où il y avait une grosse fête. Il y a plusieurs Et je fêtes. crois qu'il était en Il y train a de. plus. Ah, c'est vers le milieu. C'est vers le milieu. Avec la verrière, là, l'énorme verrière ou pas? Ouais. D'accord. Ok. Ouais, du coup, c'est... Et après, il commence à draguer une meuf un peu vieille. Oui. Ça, ce sera un des autres Voilà, thèmes. j'étais là. Parce que c'est aussi Ouais, quelque chose de très ouais, central. ouais. Mais du coup, avec ce que tu as vu, parle-nous un peu de l'eau. Ça peut sembler général, mais du coup, est-ce que tu t'es pas dit, tiens, c'est vrai que l'eau, elle dit quelque chose de plus que simplement d'être un élément matériel de oh bah y a de l'eau quoi. La vérité, j'ai pas fait gaffe. Hein. Je sais pas. Non, je sais pas. C'est que ça devient plus évident avec la suite du film, parce que c'est vraiment la fin vient donner du coup une interprétation à l'eau beaucoup plus importante. Du coup, je vais voir. Est-ce que Yas, toi, tu l'as ou pas? Ouais. Alors, je pense que, dans le film, de toute façon, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, de lecture, etc. Je pense que le niveau, on va dire 0-1, c'est le niveau politique. Et donc, en fait, l'eau qu'on voit dans le film, elle est
donc elle est dans les piscines et elle est totalement artificielle. Mm. Donc rien que ça, tu peux déjà y voir, je pense. Elle est totalement oui. artificielle, C'est ça. sauf à la fin. Sauf à la Sauf fin, à exactement. certains moments précis de l'histoire. Il y a des Exactement. petits moments, il y a des petites étendues d'eau naturelle à certains rares moments. C'est intéressant de savoir où est-ce qu'ils sont et quand est-ce qu'on en parle. Et ouais, du coup, juste pour finir sur le point de vue politique, c'est que l'eau dans les piscines étant totalement artificielle, je pense que ce que moi j'ai compris du film, c'est qu'il y a totalement une critique de ce rêve américain qui va venir artificialiser l'eau, qui ne sert même plus aux gens à se baigner en fait. Et finalement, il n'y a que Lancaster ou Neddy, comment il s'appelle dans le film, ou Neddy Miller, Je crois que c'est ça. Je suis très mauvais pour les noms, donc Ned il Miller. me Ouais. semble. Ouais, Je Ned laisse, Miller, c'est je ça. laisse les gens être meilleurs que moi. Ned Merrill, voilà, Ned merci. Merrill. En fait, finalement, il n'y a que lui qui en profite de cette nature artificielle. Et donc voilà, je pense qu'il y a cette critique-là de l'artifice. En plus, le fait qu'il appelle ça une rivière, alors que les piscines, c'est tout le contraire d'une rivière, finalement, peut-être aide encore plus à mettre au cœur du film cette artificialisation, cette hyperconsommation de l'Amérique des années 50. Parce que c'est ça, en fait, les gens qu'on voit, c'est des gens qui ont, à la limite peut-être après-guerre, eu énormément de pognon, qui ont pu se développer et acheter des baraques immenses. C'est ça. Et vivre le rêve américain, quoi. Et il y a même un truc qui est peut-être, comme tu dis, un second sous-texte, c'est que le projet du coup de Ned, c'est de traverser un peu cette sorte de rivière qu'il s'imagine. Et si on remarque bien, la toute première scène du film, il est tout en haut. Et il voit cette rivière sillonner, mais descendre. Mm. Et finalement, alors, c'est l'impression que j'ai eue, elle descend un peu socialement, la rivière. C'est Oui, la complètement. classe sociale, tu vois, tout en arrivant tout à la fin où c'est une piscine publique, avant qu'il remonte très légèrement, mais là, le plus bas, c'est vraiment la piscine publique. Mais finalement, quand on regarde les structures, on a famille très riche, des amis, tout ça, qui ont l'air d'avoir vraiment d'être ceux les mieux dotés. Puis après, on descend, on a cette mère seule, riche, mais qui a perdu son enfant. Puis après, on arrive à la femme célibataire. Tu vois, on descend. Donc chaque classe sociale un peu, c'est la rivière, elle descend un peu. Donc ça, c'est un peu l'image qu'on a. Donc après, un truc très important du film par rapport à l'eau, mais qui n'est pas dans les piscines, c'est que, moi c'est ce que j'ai noté, c'est cette connexion avec le ciel. Tout au long du film, de temps en temps, la caméra monte. De temps en temps, on a le regard de Ned qui se perd dans les nuages. D'abord, il se perd juste dans le ciel. Puisque le film commence, il n'y a pas de nuages. C'est un ciel bleu, azur. Et c'est important, le bleu, il est très important dans le film. Puis après, quand il descend, et qu'il commence à voir des informations qui lui arrivent, qu'il découvre des choses qu'il comprend pas, on voit les nuages arriver, peu à peu. Tout ça pour vraiment le climax de fin, la pluie. On a du coup cette eau qui a fait un cycle complet. Lui qui était en train de se baigner un peu dans la rivière et tout, artificielle, comme tu disais très justement, là il se retrouve, tout à la fin du film, sous des torrents de pluie qui est totalement naturelle, qui lui tombe dessus, mais qui couvait en fait. C'est une pluie qui était, d'un point de vue même littéral, au-dessus de sa tête, qui attendait pour vraiment au dernier moment lui faire tomber dessus. Un déluge, tu vois, comme ça. Et qui est dans le film et le rappel à la réalité physique. Parce qu'en fait, je pense on va en reparler dans les autres scènes, mais l'eau sert aussi à fuir la réalité pour Ned pendant tout le film. Que dès que les personnages lui rappellent un peu sa vraie vie, il s'enfuit directement, il plonge et après il part dans une autre piscine. C'est ça. Surtout que on n'a pas la certitude que à chaque nouvelle piscine, il y ait vraiment un passage du temps linéaire. On ne sait pas combien de temps est passé. Le film nous le dit pas vraiment, nous le dit pas de façon claire. Ah, là, c'est tout de suite après.
techniquement, si ça se trouve, là, il est dans une nouvelle piscine, c'est il y a 2 mois plus tard. On sait pas. Il y a des moments où on sait, parce qu'il vient accompagné d'un autre personnage. Donc forcément, on s'attend que le personnage, lui, il est à peu près suivi au même moment. Mais à d'autres moments, on n'en a aucune idée. Du coup, Data, Même qu'est-ce que t'en au- penses, toi? Ah, excuse-moi. Non, moi j'avais deux choses peut-être à rajouter. Donc effectivement sur l'aspect artificiel, il y a un moment, je sais plus si c'était le deuxième couple ou troisième. En tout cas, il y a une discussion assez détaillée sur le système de filtration de l'eau. Mm. En gros, il y a une sorte de flex sur ouais, moi j'ai de l'eau de ma piscine, elle est extrêmement pure. Je crois que c'est la femme plutôt que l'homme. Donc voilà. 99,99,99. Voilà, Non, c'est les deux ça. le disent. Hein. Et voilà, c'est le flex ultime. Et on voit clairement que voilà, c'est un peu lié à leur statut social, à que plus la piscine est propre, plus ils sont en haut de l'échelle. D'un point de vue purement matériel, parce que plus le système de filtration est techniquement avancé, plus ça coûte cher. Mais aussi symboliquement, dans le sens, moi, je suis une famille très aristocratique ou très bourgeoise, isolée de toute la classe sociale, donc je suis très très pur. Donc il y a cet aspect-là. Et après, sinon, plus globalement, bon, c'est un peu, je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est répandu, mais dans tout ce qui est psychanalyse, l'eau représente souvent l'écoulement du temps et la continuité, on va dire, de la vie. Et donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Tant qu'il y a de l'eau, les choses avancent. Alors, on ne sait pas trop effectivement combien de temps chaque événement prend, mais on sait que ça, voilà, ça a un début, ça a une fin. Voilà, l'eau symbolise un peu cette continuité. Et après, je suis assez d'accord avec vous. On voit aussi un peu le ruissellement social, voilà, des classes les plus aisées vers à la fin la piscine publique. Et après, à la fin, on voit voilà, le passage de l'élément très artificiel, très filtré, vers l'élément naturel et un peu angoissant en fait. Voilà, il y a aussi cette différence, c'est qu'au début, tout est très lisse, très maîtrisé par l'homme, et à la fin, c'est le déluge, donc c'est quelque chose de naturel, ça fait peur, c'est non contrôlé, etc. C'est ça, et Donc il y a cet aspect-là. un autre point qu'on n'a peut-être pas dit, mais qui est assez clair dans le film, c'est justement ces moments de transition entre les piscines, les maisons un peu bourgeoises de banlieue, tout ça, les pavillons un peu, et les moments de nature. D'abord, le film commence, c'est une sortie de la nature. C'est vraiment l'homme qui sort de la nature dans quasi son plus simple appareil, le maillot de bain, qui, dans un contexte, on va dire, un peu de pudeur, c'est la nudité, hein, le maillot de bain. Quand on est dans un truc de pudeur. Il sort des bois, littéralement. C'est-à-dire que le personnage, quand le film commence, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste qu'il est en maillot de bain et qu'il arrive là. Et qu'il sort d'une forêt. Sachant qu'en plus, c'est là où... C'est des choses que nous dit le film. Parce que le film, il passe 5 minutes, je crois, vraiment juste de travelling lent, sans personnage vraiment, juste avec les bruits un peu de la forêt, tout ça, pop, pop, il passe. Ouais. Et après, scène de la piscine, et retour dans cette humanité par ce verre d'alcool tendu. Parce que l'alcool, enfin après peut-être, encore une fois, moi je vais tirer des sujets peut-être un peu plus loin que ce qui était l'intention primaire, mais l'alcool c'est aussi ce qui fonde un peu une certaine humanité. Parce que c'est un produit manufacturé. L'un des tout premiers produits manufacturés de l'être humain, c'est l'alcool. Donc symboliquement, et là on a même deux produits manufacturés qui lui sont donnés. C'est le verre, tout aussi manufacturé, et l'alcool contenu dans ce verre. Hop, plus le fait que ça lui soit donné, c'est un peu ce qui fait aussi l'être humain, c'est l'aspect communautaire. Donc d'un coup, cet homme un peu qui est présenté presque comme un sauvage sorti des bois, clac, on le ramène dans l'humanité par la discussion, le langage, l'alcool, du coup le fait que ça soit manufacturé, tout ça. Et après commence toute une discussion où on est présenté, on sait dans quel contexte on est. Ah, on est dans un petit contexte de banlieue bourgeoise américaine. Je crois que tous les personnages, est-ce que je l'ai noté, ils parlent rapidement un peu de ce qu'ils ont fait, tout ça.
on a très très vite l'idée qu'ils sont quand même assez riches. On a même cette idée de on ne sait pas à quel moment de la soirée on est au début. Alors les personnages en discutant nous révèlent que c'est une fin de soirée, mais t'as l'impression que c'est une nouvelle soirée qui commence aussi. Ouais, j'aurais une petite remarque sur ça. Parce qu'en fait, pour revenir même au ciel, au bleu du ciel, etc., et même au début du film, c'est que dans tout le film, on maîtrise pas vraiment la temporalité du film. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un après-midi qui se finit jamais. On sait même pas si c'est vraiment le même après. Enfin, il pourrait y avoir des interprétations qui feraient que c'est pas le même après-midi ou qu'il y a eu des ellipses entre chaque piscine. On dirait que c'est peut-être 2 journées différentes. Et donc voilà, je pense que c'est un truc qu'il faut garder à l'esprit quand on regarde le film, c'est que on dirait un peu une sorte de voyage onirique de Ned. Et ça le fait par les premiers plans du film qui sont un peu filmés. La forêt, on dirait que c'est un peu un rêve qui est en train d'être filmé, quoi. Évidemment. Puis il y a aussi toute cette imagerie de l'hiver. Puisque tout au cours du film, on passe d'un moment où le héros, il a pas chaud, mais il se sent bien. Son environnement a l'air vert et tout. Puis il arrive, c'est des sujets de discussion. Tiens, c'est étonnant, pourquoi cet arbre, il est déjà en train de perdre ses feuilles? Tiens, c'est étonnant, pourquoi il y a ça? Tiens, j'ai froid. Ça, c'est Le des soleil éléments. ne chauffe plus comme avant. C'est ça. Et ça, c'est ces éléments-là qui m'ont fait noter, pendant que je regardais le film, peut-être que c'est des indices que plus de temps s'écoule que simplement quelques heures. On ne sait pas. Pour moi, c'est quelque chose qui peut nous indiquer vers là. Alors, il y a aussi... excuse-moi de prendre la parole, mais il y a aussi Non, mais prends le la fait parole. que... en fait, tout ça, tous ces phénomènes météorologiques, etc., on peut aussi les interpréter comme ce qui arrive physiquement à la psyché du personnage. Parce qu'en fait, il descend, déjà rien que géographiquement, il part d'un point très haut et il finit au plus bas de l'échelle. Il a de plus en plus froid, donc en fait on voit que le film, tu disais que c'était pas un road movie, en fait je pense qu'on peut dire que c'est un road movie parce qu'il y a une progression des personnages, il va d'un point A à un point B, dès qu'il va de des bois jusqu'à chez lui, et ouais, en fait ce qui arrive à super bien faire le film, c'est retranscrire par des phénomènes physiques la psyché du personnage. Alors, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété. Évidemment, c'est pas parce que ce n'est pas un road movie qu'il n'y a pas d'évolution du personnage, ça paraît... C'est évident. Mais oui, à quel point on est dans le personnage évolue de façon linéaire. C'est peut-être ça la question qui se pose. Parce que finalement, le personnage, je trouve qu'il évolue plus dans une boucle que dans une linéarité. Parce que là, il essaie de redécouvrir une évolution qu'il a déjà eue. Ça, on l'apprend avec le film qui avance, mais le personnage, en fait, il l'apprend sur des choses qu'il devrait déjà connaître. Il apprend rien de nouveau. Généralement, l'évolution d'un personnage, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Lui, en fait, on lui redit des choses qu'il doit connaître. On lui dit, mais non, mais ça, tu dois le savoir. Ça, tu dois savoir qu'il t'aime pas. Ça, tu dois savoir que tu t'es embrouillé. Ça, tu dois savoir qu'on s'est séparés. Donc finalement, c'est plus dans une boucle que dans une ligne droite, quoi. Ouais, c'est très cyclique, en tout cas. Pour revenir à ce que Yaz a un peu dit, effectivement, il y a tout l'aspect onirique, et je pense, on en discutera peut-être après, mais il y a plein de symbolismes du rêve. Bon, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais par exemple, le cheval, tout ça, c'est très lié au rêve, à la psychanalyse, etc. Donc, moi, je suis le même avis que toi, Escalo. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de temporalité bien précise, et c'est une sorte de cycle sans fin, on va dire, qui se répète. Et voilà, le personnage, il est une sorte dans un rêve cauchemar, ou rêve qui se termine jamais. Là, du coup, je vais lancer Mariam. Je vais te poser la question. Est-ce que là où tu t'es arrêté dans le film, tu as deviné que le personnage était amnésique? Peut-être elle allait se faire un petit thé. Ah non, c'est bon. Non, c'est juste le temps que je remette le micro. Non, pas du tout. Non, parce que c'est que là où tu t'arrêtes, il y a des indices. Est-ce que tu as vu des... Est-ce que tu commençais comme à te poser des questions de... c'est bizarre un peu ce qu'ils disaient les personnages.
Ouais, c'était un peu dégoûtant parfois. Mais non, j'avais pas du tout. Ok, bah ok, Bah, ça, ok, ok. c'est pas étonnant parce que. Alors, où est-ce que je l'ai noté? Je sais qu'à un moment, j'ai mis clairement personnage amnésique, mais ça vient assez tard. Après, Et à, Amnésique, je et à pense qu'il quel, y a à quel débat mo- quand même. à quel moment est-ce que vous vous en rendez vraiment compte? Attends, j'essaie de voir où est-ce que je l'ai écrit. Bah, je sais pas s'il est vraiment amnésique, peut-être que tu vas analyser plus, mais c'est plus la construction du personnage fait qu'il a peut-être envie d'oublier parce Alors, que C'est justement, ça. ça, oui, mais c'est tellement c'est une badant forme que. d'amnésie. Il y a de l'amnésie Oui, voilà. traumatique. Moi, j'avais noté qu'il était dans le déni. Ouais, c'est ça. Ou le Moi, déni, je... voilà, Ah, c'est oui, plus mais. du déni que. Ah, oui, c'est bon. Là, ça va être des questions Après, de. oui. Alors, je ne Peut-être suis ouvert à pas assez l'interprétation. habilité pour savoir faire la différence entre quelqu'un Parce qui. que là où moi je mettrais la différence entre amnésie et déni, c'est que par le fait qu'il veut fuir à chaque fois, Mm. en rentrant dans la piscine, en fuyant les conversations, en refusant de rester, euh, pour moi il montre quand même le fait qu'il sait ce qui se passe. Ça, là où à Euh, chaque fois où il est le plus challengé, c'est toujours le moment où il part. ouais. Et du coup, j'ai noté personnage amnésique après qu'il soit allé chez la mère de son ami décédé. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est Ça, c'est le moment où j'ai passage fait. Là, je pense il a perdu la mémoire. Que ça soit par Alors, je pense déni que ou que ça soit par autre chose. Mais... tu peux l'analyser comme ça, et tu peux aussi, je pense, voir l'égoïsme du personnage qui prend pas de nouvelles de ses amis. Parce qu'en fait, à la fin, vers la fin, quand il rencontre sa maîtresse, donc la scène qui est filmée par Pollack, on comprend qu'en fait, c'était quelqu'un, ou c'est quelqu'un de très égoïste, qui est là pour satisfaire ses désirs et qui finalement s'en fout un peu des gens. Oui, mais là, le film, il te le dit 2 fois. Moi, je trouve qu'il te le dit une fois en disant c'est un personnage égoïste. Il a pas pris de nouvelles de son ami. Mais le fait que son ami est mort, c'est un fait qu'il aurait dû connaître. Et pour moi, le film te le présente pas comme ah, c'est parce qu'il a pas fait attention à son pote. C'est vraiment, le film te le présente plus comme un. Parce que je me rappelle plus du film exactement s'il n'était pas même à l'enterrement ou s'il l'était pas du tout. Parce que à un moment, je Non, sais parce pas si elle l'en qu'il parle, non? Non, non, la mère lui dit on t'a même pas vu à l'enterrement, un truc comme ça, donc non, il y était pas. Oui, mais c'est ça, Quasiment parce que sûr. généralement, quand t'as un enterrement, il y a un faire-part de décès, tout ça. Donc, je sais, moi, je l'ai ressenti vraiment, la scène. euh, que ça te montrait déjà. Alors, moi, j'avais déjà comment on peut dire, des indices qui venaient avant. Notamment avec le couple. Là, le fameux couple avant, avec l'histoire de la piscine pure et tout. Où là, on se dit, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait, il se souvient pas de tel truc et ça. Et là, j'ai eu une confirmation. Mais voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire là-dessus, ou est-ce que vous voulez que je passe au prochain thème? Moi, j'ai peut-être noté un truc. Mm. C'est par rapport à l'eau et truc de classe sociale. Moi, j'ai tiqué sur quand il arrive à la piscine publique et qu'il y a le gardien qui lui dit de se laver, tout ça. Ah, c'est très intéressant parce que du coup, tu m'offres, Ah oui. après ce que tu vas dire, une très belle transition vers le prochain thème. Je t'écoute. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit sur le moment, c'est vrai il a marché pieds nus dans la terre tout le long de son périple. Et à chaque fois, il se met dans les piscines de ses amis complètement sales. Et c'est vrai que là, avec la piscine publique, donc le retour à la civilisation un petit peu, on lui dit, bah non, en fait, t'es crade, enfin, va te laver, tu rentres pas comme ça, quoi. Mm. Donc voilà, c'est ce que Ouais. j'ai noté. Si j'aimerais bien ajouter un petit truc, c'est que en fait, c'est le film, il va renverser, je pense, l'utilisation de l'eau petit à petit. C'est que là où l'eau était un exitoire pendant, je dirais, 3 quarts du film, en fait, à la fin, ça va devenir totalement
le contraire. C'est-à-dire l'eau, à la fin, à toute fin, va lui retomber dessus. Mais dans la scène du film, quand tu l'as très bien dit, Glenrod, c'est la piscine, en fait, ils vont se servir de l'eau pour l'humilier. C'est-à-dire, ils vont lui dire, bah, va te laver. Et là, tu vas le voir dans la salle de bain de la piscine en train de se nettoyer. Et tu vois qu'il souffre, etc. Et même quand il rentre dans la piscine municipale, c'est tout blindé. Enfin, c'est rempli de gens et enfin, ça a l'air horrible de se baigner là-dedans. Ouais. Donc voilà. L'eau qui était un rêve devient un cauchemar petit à petit. Et ouais, très 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 bonne scène. C'est ça, c'est ça. Alors, le point que j'avais noté, qui est un peu aussi quelque chose d'assez transversal dans tout le film, c'est qu'il y a l'imagerie des pieds. Ça peut pas être comme... Le réalisateur lui donne trop d'importance pour que ça soit un truc anodin. Alors, ce que j'ai noté, l'une des toutes premières scènes, un des tout premiers rapports qu'a le personnage, il y a un truc avec les pieds. Il note, il voit son ami, j'adore tes chaussures et tout. Et je ne sais pas pourquoi. Après, quand il rencontre la fille de la famille de la piscine d'après, elle l'accompagne et tout, et l'acte libératoire qu'elle a, c'est de balancer ses chaussures. Chaussures bleues d'ailleurs, donc c'est là où la couleur bleue revient encore une fois. Après, ils sont pieds nus. Et après, il y a cette scène justement dans la piscine publique, où il arrive pieds sales. Il y a vraiment les pieds sont mis beaucoup en avant là-dessus. Et après, pieds propres. Mais indirectement, on a un peu un côté... Parce que pour moi, je trouve que toute la scène de la piscine, de la piscine municipale, il y a un côté très biblique. Hein. Il y a un côté, pour entrer au paradis, il faut laver son âme et tout ça. Donc, indirectement, les impuretés qu'il a acquis tout au long de son chemin, il doit, pour y rentrer, être totalement propre et tout. À la fin, il est jugé, il doit monter la montagne et tout. Ou enfin, dans un truc très, très... les vieux schémas des histoires un peu légendes et autres. Avant d'arriver juste aux portes de fer autant du paradis que l'enfer chez les Grecs, plus, comme ça qu'il doit affronter et tout. Donc il y a toute cette imagerie, et il se ressalit aussi, dans un sens. Finalement, c'est en arrivant dans la piscine, il pensait indirectement être lavé de ce qui venait avec. Mais il réacquiert un peu une sorte de saleté en arrivant dans son ancienne maison. Donc un peu une image là-dessus. Mais tout ça, c'est beaucoup concentré. Alors, j'ai pas exactement quelle est l'image précise. Bon, moi en tant que forcément catholique, on parle de pieds sales plus nettoyés. Il y a tout de suite l'imagerie du Christ qui lave ses pieds, blablabla. Bon là, il se lave les pieds tout seul, donc un peu moins cette imagerie, on va dire. Mais j'arrive pas à comprendre parfaitement ce que le réalisateur il veut vraiment transmettre derrière. Mais c'est trop prégnant dans le récit pour que ça soit neutre et que ça veuille rien dire. Donc c'est là où je vous demande, qu'est-ce que vous en tirez de ça ? Ouais, si je peux intervenir. Pour moi, perso, je pense que effectivement, ça marque la séparation entre deux univers. Donc, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la piscine publique, il était plutôt chez la classe bourgeoise, on va dire. Et dès qu'il rentre dans la piscine publique, il est vite rattrapé. Déjà, avant les pieds sales, il n'avait même pas le droit de rentrer, donc il a dû négocier, on va dire, avec le réel pour pouvoir rentrer. Il a dû un peu s'humilier, etc. Donc ça le rappelle, voilà, que c'est ça un peu le monde réel. Et de deux, il a dû se nettoyer. Donc pour moi, c'est juste la séparation entre un monde qui n'existe pas vraiment, qui est un peu artificiel, où voilà, il a beau marcher très lentement dans la forêt, il est jamais sale, et quand il nage, tout est propre, etc. Et après, quand il est dans la piscine publique, il doit bien se nettoyer, etc. Et aussi, une fois qu'il entre dans la piscine, aussi, on voit que ça m'a bien marqué. Il y a deux aspects dans la piscine publique qui m'ont bien marqué. C'est de un, la piscine est super blindée. Donc, ça montre un peu, voilà, c'est la vraie vie où ce qui se passe dans la réalité, il est complexe, il y a plein de choses qui se passent, il faut se frayer un chemin,
sa bouche, sa vie, etc. Et la deuxième chose, c'est sa discussion avec, je sais plus si c'est un couple de, C'est je sais plus. de commerçants de souvenirs, hein, parce qu'il a des Voilà, dettes. c'est voilà, Il a des c'est dettes ça avec eux. exactement. C'est ça. Et il commence un peu à leur parler, et puis il se rend compte qu'il n'est pas forcément apprécié par, entre parenthèses, le vrai peuple. Là où il était tout le temps plus ou moins apprécié ou artificiellement apprécié par les bourgeois, Quoique les vrais gens. déjà avant, on lui dit. Enfin, c'est. Le C'était fait qu'il de soit pas l'hypocrisie, on apprécié, va il est. dire. Disons qu'il perd sa respectabilité, Voilà, à la fois chez les bourgeois c'est et à la pas- fois chez les prolos. C'est ça, mais c'était jamais très direct. C'est toujours oui, mais tu vas t'en sortir, on va te trouver un deuxième job, on va t'aider, etc. Même si on sait qu'au fond d'eux, peut-être qu'ils ne le respectent plus, mais on sent que c'est un peu hypocrite. Alors que vers la fin, dans la piscine publique, la critique est très frontale et très directe. Donc Ça dépend. donc Quand voilà. quand il arrive à la garden party, un peu là, dans la piscine vitrée, Ouais. on lui balance ça au visage. Hein. Clairement, les personnes Oui, c'est vrai, lui c'est disent vrai. ils ont aucun C'est vrai respect pour lui. que Quoi. c'est vrai, plus on avance, plus c'est direct. Mais en tout cas, vers la fin, c'était très très direct. Mais effectivement, tu as raison, ça, avec son carte là, de hot dog, là, qui... Et Yas, qu'est-ce que t'en Il y a- penses il y a toi le passage- ou Lindron. Vas-y. Vas-y. Non, juste, il y a le passage avec le couple nudiste aussi, où il leur Ah donne oui. de l'argent et tout, où tu commences à comprendre qu'il y a un truc qui cloche dans son statut et tout ça, quoi. Oui, c'est encore des indices vers le fait qu'il soit dans un déni qui, mentalement, lui crée de l'amnésie, soit une amnésie réelle. C'est pour ça que pour moi, c'est plus une amnésie, tu vois, c'est... est-ce qu'il y a un déni psychologique qui peut faire que tu oublies des choses, mais il est dans une situation où il ne se rend pas compte de ce qu'il est réellement à ce moment-là, quoi, d'où est sa vie. Et ça, c'est le couple nudiste, ça fait partie de ces éléments-là. Mais d'ailleurs, c'est pareil, le couple nudiste, j'ai pas su aussi le placer un peu dans le message mystique Ouais, du c'était très film. bizarre. Parce que c'est pas... Vous avez, que ça soit toi, Data, Yas, tout ça, vous avez noté ces histoires de saleté, de propreté, de... tu sais, ces différentes eaux et tout. Et la piscine nudiste, elle vient s'insérer là au milieu du film, aussi dans un discours différent. Donc, je sais pas. Pour la piscine nudiste, moi je l'ai vu comme. Tu parlais de pureté tout à l'heure, des classes, des classes dominantes. Finalement, eux, ils sont tout nus, ils sont purs. Même la femme, elle a un collier de perles autour. Donc peut-être que ça pourrait être le stade final. En plus, ils sont vieux. Donc c'est le stade final de la bourgeoisie américaine qui, elle a tout. Donc en fait, elle se met à poil dans son jardin vu que en fait, elle a des hectares de terrain, etc. Et même d'ailleurs, on comprend que c'est des gens importants dans la communauté vu qu'ils organisent. Ouais, des galas voilà. ou des Exactement. charités. Ouais. Donc moi, je l'ai compris comme ça, comme une affirmation de leur puissance. Oui, parce que ça, c'est aussi un truc que... T'as tout à fait raison. Ça, c'est aussi un truc que j'ai dit tout à l'heure. Tu sais, quand j'ai dit le personnage arrive sauvage un peu de sa forêt et tout, dans un état de nudité le plus absolu que permet la pudeur, qui est le maillot de bain. Mais eux, ils ont transcendé ça. Ils ont dépassé la pudeur. Ils sont... nous, on n'a plus besoin de pudeur, on peut être nus. Ça va. Donc, après, ils ont quand même les apparats. Je disais le collier de perles, ils ont la table avec les journaux, le téléphone qui est là, tu vois. Tout ça, c'est des éléments évidemment de richesse et tout, mais c'est pas des éléments de pudeur. Ah oui. C'est des personnages qui, dans l'histoire, ont le droit de dépasser la pudeur. Tu sais, ils ont plus besoin d'être pudiques, tu vois. Ah oui, t'as raison. Oui, d'ailleurs, ça c'est totalement logique avec le dialogue que l'homme il a au téléphone, avec qui on dirait, il parle à sa petite fille et sa petite fille lui dit mais je peux pas ramener les enfants chez vous, vous êtes à poil. C'est ça. C'est pas pudique. Et ouais. Un autre truc. Il lui parle de névrose. C'est ça. Névrosé ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Et c'est là où il y a une autre scène que dans cette histoire de pudeur minimale avant la nudité qui est permise.
c'est si on se rappelle aussi de l'histoire, tout le moment où il est avec la fille du couple de la deuxième piscine. Enfin, je crois, il me semble que c'est la deuxième piscine. La babysitteuse. C'est ça, la C'est ça. babysitteuse. Julie Hooper. Et encore une fois, la symbolique du moment où il est dit d'abandonner ses chaussures, c'est aussi ça. Elle se retrouve, elle aussi, dans la nudité maximale que permet la pudeur. Puisqu'après, elle n'a plus que son maillot de bain. Donc est-ce qu'il y a aussi un peu de cet élément-là, là puisqu'après, il y a aussi des éléments dans l'histoire, dans le récit, d'un peu de liberté. C'est ce que tu disais, Data, toute l'imagerie du cheval. Le cheval, même dans son enclos, on l'imagine libre, gambader, sans entrave, sans qu'il pense lui-même avoir d'entrave d'un côté à l'autre. Et eux font comme un jeu d'enfant. Ils se prennent pour un peu ces chevaux de dressage à sauter différentes barrières, avant que là, encore une fois, ils se tordent la cheville. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'ils se tordent la cheville ? Je sais pas. Bah, Ouais, Ouais. vas-y, Data, vas-y. Ouais, alors moi, ça continue un peu mon analyse psychanalytique, si on peut se permettre ça. En tout cas, je sais que dans un peu l'analyse de Freud, il y a souvent l'imagerie du cavalier et du cheval, sachant que le cavalier, c'est souvent le conscient et le cheval, c'est l'inconscient. Et donc, voilà, il y a toujours ces histoires-là que le conscient essaie de contrôler l'inconscient, mais que des fois, le cheval s'échappe et donc on n'arrive pas tout le temps à contrôler son inconscient et du coup, ça peut avoir des conséquences sur la vraie vie. Et je pense qu'il y a un peu de ça, un peu de cette symbolique-là. Donc, il y a un moment où il essaye de courser le cheval. Et je pense qu'il essaye un peu de rattraper ou de dompter son inconscient. Mais il n'y arrive pas trop parce que malgré qu'il court bien, le cheval le dépasse vers la fin. Et après, pareil, quand il joue au cheval avec sa copine, on voit qu'au début, il arrive à bien sauter, etc., mais qu'il se blesse à la fin. Et donc, on voit qu'il n'est pas complètement maître de son inconscient. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu, moi. Je ne sais pas si c'est très perché, mon analyse, mais voilà, c'est mon interprétation. Et c'est Ouais. ça aussi. Attends, juste pour Vas-y. enrichir ce qu'il a dit, après tu pourras enchaîner. Sa chute, d'ailleurs, elle est annoncée par la musique. Alors, on n'a pas encore parlé de la musique du film, mais c'est très très bonne musique. Incroyable le thème, ouais. D'ailleurs, de telle façon que, je ne sais pas avec quelle version vous avez vu le film, mais la version que j'ai utilisée, elle séparait la piste audio, en anglais, de la musique. C'est-à-dire que si on voulait, on peut regarder tout le film qu'avec sa musique, sans parole. Et ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire que ceux qui ont fait le Blu-ray, ils se sont dit, il y a tellement de choses qui passent par la musique qu'on peut trouver des choses intéressantes. Et notamment cette scène-là, où il va chuter, la musique te l'annonce déjà. Alors, les trucs classiques, la musique est un peu enjouée, tout ça, ils font un jeu d'enfant, à faire des sauts, et puis hop, moment un peu de beaucoup plus sombre, triste. Et alors je me rappelle plus exactement comment la musique change, mais tu sens tout de suite, il va tomber. Ouais, c'est triste. Ouais. Il va tomber. Ouais. C'est le thème, si je dis pas de bêtises, c'est le thème qui est repris dans pas mal de scènes. À la fois, dès l'entrée, ça annonce un peu. Pour moi, c'était un thème un peu épique. Et vers la fin, il y a des notes plus tristes. Et donc, je pense que c'est à peu près le même thème, peut-être un peu remixé. Donc, au début, on le voit courir, et à la fin, on a la partie triste du thème qui se synchronise bien avec la chute. Du coup, Yas, on t'écoute. Ouais. Pour reparler du sujet de départ, qui était les pieds, mais plus généralement le corps, en fait, il y a. En fait, donc déjà, on peut prendre Burt Lancaster en tant qu'icône, c'est que c'est un icône du cinéma, autant par son jeu d'acteur, mais aussi par son corps. Donc, il a une gueule, il a personnifié une certaine Amérique. Donc, il a quand même un corps qui est présenté dès le début du film comme étant, je sais pas comment dire, mais athlétique, glorieux, quoi. Et le
le chemin que va faire donc Ned pendant tout le film va aussi se traduire physiquement sur son corps. Il se blesse, donc ça veut déjà dire quelque chose, c'est que il est plus au début, comme au début du film, vigoureux, etc. Donc, il commence à faire un parcours. Et puis jusqu'à la fin, il commence à devenir sale, etc. Et puis on le voit en plus, vu que c'est les scènes dont tu parlais du cheval, au moment où il saute, elles sont tournées au ralenti, donc on peut bien voir la chair qui bouge, etc. au ralenti, donc c'est un peu un truc un peu dégueulasse qui est pas censé être fait. Donc il y a aussi un truc on va désagréger petit à petit le corps du personnage pour le faire pour l'attacher à sa au parcours qu'il est en train de faire. Donc en fait, tout lui rappelle le fait qu'il est en train de faire un parcours, sauf lui-même qui est toujours dans le déni ou dans l'amnésie, selon ce qu'on en pense. Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est ce qu'on note et qui nous donne beaucoup, vraiment une très bonne interprétation du film, je pense, après. Ouais. C'est quelque chose qui est à noter tout le temps. Après, pour rester à peu près autour de ces scènes-là, il y a aussi ce moment très particulier. Je crois que c'est un des rares moments dans le film où c'est vraiment aussi clair. C'est qu'on a de temps en temps, entre chaque piscine, une transition nature. Transition, il se balade dans la nature. Et ces transitions, son évolution est très intéressante. D'abord, on a une nature plutôt verte, des chemins propres, où le personnage se balade. Puis après, quand il rencontre la fille, on a la caméra qui les filme, mais qui les filme pas normalement. La caméra, elle les filme comme si c'était quelque chose que la caméra ne devrait pas voir. Comme si c'était un voyeur qui observait de loin. Donc ça, c'est aussi... ce jeu de caméra, c'est important. Et après, évidemment, pour rester sur le chemin, tout à la fin du film, le chemin, il devient rempli de feuilles mortes, boueux. Donc là, encore une fois, il se salit encore plus, et autres comme ça. Mais ce chemin-là, je me demande si c'est pas une façon pour le film aussi de dire vraiment l'intime aussi du personnage. Ça va représenter l'intimité, des choses que lui-même ne présente pas au public. Je sais pas si c'est votre avis là-dessus. Je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a autour du film se bat contre le personnage principal pour lui dire en fait non, il essaie de revenir à la réalité. Mais même, je sais pas si on a noté tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement de colorimétrie aussi dans le film, non? Au début, c'est tout est brillant, etc. Jusqu'à la fin où vraiment c'est tout gris. Mais même, j'ai l'impression que progressivement, l'étalonnage du film devient de plus en plus gris, bleu. C'est possible, c'est possible. C'est vrai qu'on a des jaunes. Il me semble qu'on voit un peu des jaunes au début du film qui disparaissent totalement après. Même si évidemment, c'est vrai que les couleurs principales, c'est le bleu, c'est la couleur centrale de tout le film. Et après, on voit arriver peut-être des verts et tout, avec surtout la scène finale, quand il pleut, tout ça, qu'il y a beaucoup moins clair. La piscine aussi, là où ils vont se laver, où on a des faïences un peu d'un blanc verdâtre, un blanc un peu cassé. Mais oui, il y a un ajustement de colorimétrie. Ou même le cheval. Il me semble le cheval, je crois qu'il est genre marron, quoi. Donc il y a le côté cette robe, il a cette robe un peu très très foncée. Il y a beaucoup de personnages, ils ont les cheveux. Il me semble qu'il y a certaines des femmes, elles ont les cheveux roux. C'est pareil, le roux dans l'art, ça a une certaine signification. D'ailleurs, ce qui va me permettre d'enchaîner sur le dernier thème, à moins que vous ayez un petit truc à dire encore là-dessus. Il y a un truc qui m'est venu en tête vite fait, juste sur le cheval. Ouais. Elle est hyper bizarre, la première scène du cheval, parce qu'il y a un zoom sur son œil et le cheval apparaît comme dans le reflet de son œil. Donc on ne sait pas si c'est un rêve ou si c'est la réalité qui est en train de se passer. Bon, je pense que c'est quand même la réalité. Mais elle est vraiment à part, cette scène. Et on dirait qu'en fait, le cheval, c'est une projection de ce qu'est Lancaster aussi. Enfin, moi, je pense qu'on peut le voir comme ça. Parce que lui, qui se voit comme un étalon, etc., qui finira par se blesser après. C'est que c'est tout à fait possible, oui. C'est une bonne interprétation. Moi, je l'avais pas vu directement comme ça, mais oui, tu as tout à fait raison. J'ai eu la même réaction. Ouais.
Je pensais au début que c'était quelque chose d'onérique. Et après, quand tu vois le cheval, effectivement, à côté, tu comprends que c'est la réalité. Et après, oui, sur l'interprétation du cheval, c'est vrai que comme il fait la course avec, Mm. ça montre, comme c'est au début du film aussi, qu'il se voit en étalon, enfin, comme la quintessence de la masculinité un petit peu. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Mm. Il y a de ça Mais du dans cette coup, scène-là. pour enchaîner Ouais. sur cette histoire de masculinité, et ce qui est sûrement le thème central, en dehors, on va dire, de ce qui est la mémoire et tout du film, les femmes. Puisque les femmes, on peut pas parler de ce film-là sans parler du rôle qu'ont les femmes tout au long du récit, puisque c'est les points pivots à chaque fois. Donc, quasiment chaque piscine, il y a une femme qui va venir challenger le personnage. Tout le temps, quasiment. Je me sens pas me rappeler de cas où il y en a pas. D'ailleurs, même la piscine municipale, hein, la personne qui le challenge le plus, on va dire en dehors du gardien à l'entrée, ça va être la femme du commerçant. Donc, moi, j'aimerais votre avis. Quelle est votre interprétation? Comment vous avez vu le rôle des femmes dans ce film? Yas, peut-être, pour commencer, et après Data. Alors, peut-être juste une précision sur le côté méta du film. C'est que, comme je disais au tout début, le film peut aussi s'interpréter comme une passation entre l'ancienne Amérique des années 50 vers le nouvel Hollywood des années 60-70. En fait, Burt Lancaster, il joue peut-être aussi son propre rôle dans le film. Et c'est le lien avec ta question, c'est les femmes. C'est que Burt Lancaster aussi a divorcé 3 fois. Donc il a eu des soucis personnels dans sa vie sexuelle. Donc il y a peut-être un truc à chercher là-dedans. Bon, j'irai pas là-dedans, mais dans le côté méta, il y a peut-être quelque chose du lien entre la réalité, le vrai monde, et le côté méta que le film essaye de, de développer. Voilà. Data, toi? Ouais, en tout cas, ma perception des choses, c'est que l'interaction avec les femmes, sauf peut-être je crois que c'est sa maîtresse ou une de ses maîtresses, celle qui est en maillot rouge. C'est plus, les femmes sont plus là pour montrer que voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures, qui a été à un moment de sa vie apprécié dans sa communauté. Donc voilà, ça montre un peu une critique du mec américain très viril, etc. Mais sinon, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc à part la femme donc en maillot de bain rouge, je me rappelle plus son prénom, mais toutes les autres femmes n'ont pas forcément de rôle très important. C'est juste des personnages secondaires qui lui donnent un peu, voilà, c'est juste pour exister ou pour interagir avec lui. Donc c'est un peu ça mon interprétation. Gillenrod, quelle est ton interprétation à toi? Euh, Tu n'es pas c'est vrai obligé que d'en avoir une, hein, mais... Ouais, non, mais j'essaie de trouver quelque chose de cohérent. Non, mais c'est vrai que les femmes, c'est un thème qui traverse tout le film. C'est vrai qu'on en voit plein de sortes avec des interactions qui vont vraiment sur tout le spectre. Enfin, il y en a qui sont agressives, d'autres qui l'accueillent vraiment, enfin, plus sur le début du film, du coup, comme quelqu'un de respectable, etc. Après, c'est vrai qu'on voit que pour lui, enfin, les femmes sont vraiment oui, presque des objets, quoi. Je me souviens je crois que c'est la deuxième piscine où il arrive totalement à l'improviste et avant qu'il dise bonjour ou quoi que ce soit, il tape sur les fesses de la femme qui est là, euh, qui du coup le découvre comme ça. Et après, donc, dans la suite, donc il y a cette femme qui est jeune, je crois que c'est la troisième piscine,
où il fait un bout de chemin avec elle, où elle lui dit qu'elle fantasmait sur lui, etc., quand elle était plus jeune, et où, au fil de la progression dans cette relation-là, en fait, lui veut s'approprier cette femme et se prend en refus, donc symboliquement, juste après avoir raté l'obstacle, et ça te fait mal à la cheville. Donc il y avait ça. Et après, sur la fin, oui, on voit des femmes qui sont plus agressives avec lui, qui lui reprochent des choses. Il y a celle, oui, au moment où il y a la fête avec la grande verrière qui lui reproche de venir squatter leur fête, tout ça. Et évidemment, euh, son nom, je crois que c'était Shirley, celle qui a été sa maîtresse. Je crois, oui. Et où il y a une très longue scène. Enfin, moi, il m'a semblé que cette scène-là était plus longue au niveau du temps qui est passé sur les piscines que les autres. Après, je sais pas si c'est Bah, réel dans les faits. Oui, Mais oui, c'est le cas. Il y a eu beaucoup de dialogue, ouais. Mm. Elle est ouais, très longue, la scène. ouais. Et c'est très, Enfin, ouais, oui, vas-y, ouais. et c'est très intéressant parce que, comme je le disais en introduction, c'est une des scènes, notamment, qui a été reprise par Sidney Pollack. Ça fait partie des scènes qu'il a repris lui-même. Oui, c'est vrai. Ouais. Et l'actrice a même été changée. La première actrice qui avait été prévue pour cette scène a été changée pour une autre. Donc, que tu aies remarqué ça, c'est tout à fait normal. Et c'est même. D'accord, ouais. Ça montre Mhm. vraiment que. On voit une patte différente, quand même. Alors, peut-être pour être Ouais, plus direct, c'est c'est clair. vraiment. On est dans un cas de. Si on reprend qui est l'auteur. L'auteur, vraiment l'auteur principal. C'est un auteur qui a beaucoup écrit sur la banlieue américaine. Donc la banlieue américaine, elle est bourgeoise, hein, elle n'est pas prolétaire. C'est vraiment des riches qui se sont sortis des centres-villes. Si on prend les péris, c'est des personnes qui vont faire beaucoup de films sur les normes sociales, sur la sexualité, notamment la sexualité des femmes justement seules, qu'elles soient seules parce qu'elles sont pas mariées ou seules parce que leur mari n'est pas là, qui crée du coup une sorte de sexualité parallèle. Et notre personnage principal, il s'insère là-dedans. C'est-à-dire notre personnage principal, c'est clairement quelqu'un qui a à peu près soit couché, soit essayé de coucher avec toutes les femmes de sa banlieue. Et c'est dit clairement. C'est-à-dire qu'il y en a où c'était plus ou moins, il y en a il s'est un peu juste amouraché, il a un rapport avec les femmes vraiment possessif tout le temps. Et vraiment Ouais. là où on a ça à un maximum, parce que c'est la seule fois où il y a vraiment une femme qui le confronte directement, c'est justement sa maîtresse tout à la fin. Parce que elle sait que lui, il avait vraiment qu'une relation de possession totale avec cette femme-là. Enfin, avec les femmes de manière générale, mais avec cette femme-là en plus. Et d'ailleurs, c'est là où il y a un doute, on ne sait pas pourquoi. Parce que tout le film dit, sans le dire directement, qu'il est séparé de sa femme. Ou en tout cas, clairement, sa femme et ses filles, elles se sont barrées, tu vois. D'ailleurs, c'est pareil. Dans sa vie, il n'y a que des femmes. Il n'a pas de fils. Il a une femme, deux filles. Donc, et après, ses filles, c'est les fameux, tu sais, dans les clichés du ah, c'est les filles à son papa, tout ça. Il les voit comme des enfants et tout. Et tout ça, c'est un flou. On ne sait pas pourquoi vraiment sa femme, de toute évidence, elle s'est barrée avec tout. Pourquoi? On a un peu l'idée d'un accident. À un moment, je crois, il y a un des personnages qui le dit, qu'il aurait eu un accident avec ses filles dans la voiture. Mais en même temps, on est un peu confronté. On est rassuré qu'aucune des filles n'est morte. Parce qu'aucun personnage dit ah, t'as tué tes filles ou un truc comme ça. Ce serait dit directement si c'était le cas. Donc, on a vraiment. C'est ce personnage. Une des grosses critiques qui lui est faite, c'est vraiment presque une punition. Regarde comment tu traites les femmes, voilà ce qui t'arrive. C'est un peu ça. Il est un peu puni de ça. Hein. Ah, Ouais. c'est marrant que tu réalises comme ça. Je note juste un truc, Data. Mais en fait, je pense que on peut remettre le personnage féminin dans le cadre de la transition entre deux mondes, c'est-à-dire où on voit
Au tout début, la femme, les femmes avec qui il va parler, donc le premier couple qu'il rencontre, hyper artificiel, classe bourgeoise, la babysitteuse on a l'impression qu'elle sort du Magicien d'Oz, tellement elle a l'air kitsch. Enfin, et petit à petit, il va transitionner vers des personnages féminins qui vont plus s'affirmer, qui vont lui dire droit dans les yeux la vérité, etc. Donc peut-être que on peut voir ça dans l'évolution, la transition entre deux Amériques. Le mouvement féministe, je ne sais pas s'il commence à ce moment-là, mais je pense qu'on pourrait l'interpréter comme ça. Ouais, je pense pas. Parce que Ouais. pour moi, il faut vraiment l'interpréter avec le reste de la film des filmographies des Perry. Parce que, comme j'ai dit, c'est là où vraiment la personnalité de l'auteur de la nouvelle, qui lui fait vraiment, a eu un problème avec sa sexualité, tout ça. Donc c'est vraiment. Il y a un peu de ça. Et en même temps, les Perry, notamment Eleanor Perry, c'est elle qui a retapé un peu le scénario pour le film. Quand tu vois le film qui sort après, qui parle justement de la sexualité d'une femme un peu bourgeoise dans une banlieue américaine, pour moi, il n'y a pas de féminisme. Il n'y a pas de féminisme. Ah, ok. C'est vraiment une pure critique de regardez un peu, c'est. Peut-être il y en a un peu, mais moi, c'est beaucoup plus de cette regardez la sexualité qu'il y a en banlieue. Regardez la sexualité qu'ils ont ces gens-là, quoi. C'est vraiment une critique de regarder. Surtout que il y a peut-être un détail que je pense avoir compris, mais que le film est pas assez clair pour le faire comprendre. C'est que la femme du personnage principal, c'est une femme active. Hein. Parce qu'à un moment, elle dit, elle brigue la mairie ou un truc comme ça. Elle a un peu d'importance en politique. Tout au long du film, ouais. C'est ça. Ouais, c'est elle qui possède tout, d'ailleurs, lui, il possède rien. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment, pendant que c'est vraiment le mari seul qui est là à prédater, pendant que sa femme, elle va faire ses affaires, toutes les femmes un peu de son quartier. Et c'est une critique vraiment de la sexualité dans ces milieux-là, pour moi. Beaucoup plus qu'il y a pas... Enfin, c'est une critique, mais moins sur l'angle féministe, plus que l'angle un peu de... presque marxiste, on va dire. Vraiment une critique de classe, presque plus qu'une critique de féminisme, même si, bon, les deux peuvent être liés. Il y a une sorte... je pense que je rejoins un peu, il y a une sorte de dégoût du mec cis bourgeois qui a un peu tous les privilèges et qui peut, sans trop risquer ses privilèges, faire ce qu'il veut avec toutes les femmes. Et pareil, il a aussi une conception très surdimensionnée de lui-même et on le voit à la fin dans la scène avec donc sa maîtresse Shirley, je crois, où elle lui dit oui, mais tu m'as jamais fait jouir, donc et là il s'écroule. Je sais pas si vous avez remarqué, on a un très grand plan sur lui qui s'écroule au milieu de la piscine. Donc ça montre un peu cette critique de la virilité et de la masculinité. Et il y a un aspect que tu as évoqué, dont on n'a pas beaucoup parlé, et moi ça m'a bien marqué, c'est la scène avec le petit garçon. Ah oui, c'est vrai que ça fait partie de ces scènes-là qu'on a un peu mis de côté, vu qu'elle s'en sert plus difficilement dans les thèmes que je vous ai présentés. C'est ça, et donc justement, donc j'en profite pour en parler rapidement. Je pense, si je ne me dis pas de bêtises, c'est la seule scène où la piscine est vide. Et malgré ça, donc il va quand même essayer de la traverser avec le garçon. Donc le garçon qui, si je dis pas de bêtises, est tout seul parce que ses parents sont en voyage ou ne sont pas là ou en déplacement. En tout cas, on comprend vite qu'il est tout seul. Et après, il y a une discussion qui m'a bien marqué, c'est qu'à un moment, le garçon lui dit à l'école, je ne me sens pas bien. Parce que les amis ne m'aiment pas ou ne veulent pas jouer avec moi, un truc comme ça en tout cas. Ned lui dit c'est pas grave, t'en fais pas trop, tu pourras être seul, mais tu seras libre si t'es seul. Et moi, dans ça, je vois en fait, en quelque sorte, alors il y a deux niveaux de lecture, on va dire. Soit c'est le garçon qui n'a pas réussi à avoir, donc lui, il a eu que des filles, donc peut-être qu'au fond de lui, il voulait avoir un garçon. Et sinon, autre interprétation, c'est que ça peut aussi se voir comme l'enfance qu'il n'a pas eue. Peut-être il aurait voulu
vivre d'une certaine façon. Peut-être qu'il aurait voulu être justement moins conformiste, ne pas justement arriver à ce milieu très bourgeois et être plus indépendant, ne pas rentrer dans tous ces cercles sociaux. Donc c'est une critique qu'il se donne en lui-même du passé, donc qui se manifeste à travers le garçon. Voilà, Oui, c'est un peu mon interprétation de cette scène, mais j'ai beaucoup aimé cette scène. là où t'as raison, et pour rebondir un peu sur un truc que dit Jim Reno, le refus de ce monde un peu bourgeois et artificiel, il passe aussi par le fait que ça soit le seul à ne pas avoir de piscine. Et il dit lui-même non, j'en veux pas. Parce que ça pourrait être, oui, Ouais. bon, c'est sa femme qui a pas voulu, tout ça. Mais il dit, moi, j'en veux pas. Donc, je pense, comme tu dis, la scène avec l'enfant, le fait qu'il ait pas de piscine, c'est des illustrations de ça, oui. D'un refus de faire partie de ce monde. Moi, Mais je voyais... Ouais, pardon. Non, vas-y. Moi, oui, sur la scène avec le petit garçon, je l'ai vu vraiment comme un reflet de sa personnalité à lui, en fait. Où, où à un moment, enfin, parce que donc, quand le petit garçon lui dit oui, mais il n'y a pas d'eau, du coup, je peux pas nager, il lui répond oui, mais si tu veux que quelque chose soit vrai suffisamment, alors pour toi, ce sera vrai. Et je crois que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai compris qu'il était dans une forme de déni ou d'amnésie, comme on a dit. Puisqu'au final, il se raconte qu'il a une vie avec ses filles, sa femme, etc. Et on se rend compte à la fin que, en fait, tout ça était faux et qu'il a tous les problèmes qu'on découvre qu'il a à la fin. Voilà. Du coup, je vais te laisser ajouter un mot si tu veux, et on va passer à la conclusion. Ouais, mais du coup, j'ai un peu perdu. Ah oui, et sur le refus du monde. Soit le refus du monde, soit la scène avec l'enfant, si ça t'inspire quelque chose. Ouais, la scène avec l'enfant, je trouvais qu'il y avait un truc un peu étrange. Parce qu'à la fin, l'enfant, il se balance sur le plongeoir, là. Donc, t'as Ned qui vient le sauver, et l'enfant lui dit, mais non, j'allais pas sauter parce qu'elle est vide. Donc, je pense que... En fait, il vient le sauver parce que la piscine est vide, et le gamin lui dit, non, je veux pas sauter parce que la piscine est vide. Donc, est-ce que ça pourrait pas aussi être... Mais c'est marrant un que tu autre- dises sauver. Ouais. Parce qu'en soi, il n'y a que dans la tête de Ned qu'il avait été Exactement. sauvé. Parce que pour nous, spectateurs, il n'a pas parce été qu'il sauvé projette, puisqu'il n'était pas ouais. en danger. Exactement. Bah, du coup, est-ce que ça aussi, c'est pas un autre aspect de son déni parce qu'en fait, le gamin le ramène à la réalité. Il fait, bah non, j'avais pas sauté, t'es bête ou quoi Je sais Mais, pas. et Est-ce qu'on... t'as raison, mais pour enchaîner, il me semble que c'était, je sais plus si c'était toi ou Data qu'on avait parlé, tout le fait qu'il plonge pour sortir d'un moment où il commence à être dans un inconfort, pour passer à autre chose. Mhm. Donc indirectement, est-ce qu'il a pas fait un sort de renvoi sur l'enfant en disant ah, lui qui est dans un inconfort, il va plonger. Ah mais il peut pas plonger, la piscine est vide, tu vois. Que ça l'a fait un peu bugger Ah, là-dessus. il a fait une sorte de projection. Projection, ouais, plus que... Ouais. Ouais, peut-être. Oui, possible. Hein. Moi, je pense qu'il y a de ça, ouais. Tout à fait. Bon, du coup, on va passer aux conclusions. Là, on a déjà bien parlé. Une conversation très intéressante. Du coup, Glenrod, je vais te laisser commencer ta conclusion. Si t'en as une, ça peut être un truc assez simple, hein, juste quelques petits propos que t'as envie de dire avant qu'on termine. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Alors, je sais pas parce que je connais pas trop la période, mais je trouve qu'il y a un certain cachet de la société de l'époque et que c'est intéressant pour comprendre un peu qu'est-ce que c'était à cette époque-là, C'est la ça, bourgeoisie, la masculinité en Amérique. Quoi. je sais pas si vous c'est pareil, mais quelque chose qui m'est venu en tête assez régulièrement quand je regardais ce film, c'est la série Mad Men. Qu'on est à peu près sur la même période.
la prépondérance de l'alcool, le rapport aux femmes, tout ça. Finalement, c'est des éléments qu'on retrouve dans Mad Men. Donc t'as tout à fait raison quand tu dis c'est presque ça vient tellement remplir ce sort d'image d'Épinal qu'on a de cette période américaine que oui, il y a cette très belle illustration. Ouais. Data, à toi, si tu as envie de conclure. Ouais, bon, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter sur les interprétations du film, mais en tout cas, ce que j'ai un peu dit au début, c'est que au tout début, on peut avoir une certaine impression du film, mais au final, c'est un film très riche. Alors sur plusieurs aspects, mais l'un des aspects qui me semblait le plus riche, c'est que on a un premier niveau d'interprétation qui est probablement une critique de l'Amérique de cette époque. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs niveaux de lecture, donc peut-être un deuxième niveau de lecture qui peut être une critique je sais pas, des ambitions fausses de certains qui au final s'écroulent et qui au final n'étaient qu'un écran de fumée. Donc ça peut être un deuxième niveau d'interprétation. Après, il peut y avoir un troisième niveau ou un autre niveau d'interprétation sur sa sexualité. Donc, c'est ça, tout ça est intéressant et rend le film très riche, à mon avis. Donc, voilà, pour conclure. Très bien, très bien. Alors Yas, je te laisse terminer. Ouais, du coup, je rejoins totalement ce qui a été dit depuis tout à l'heure. En fait, c'est un film dont le scénario tient sur une feuille. Un homme se balade de piscine en piscine pour rentrer chez lui, mais une fois qu'on l'a fini, on a envie d'en parler des heures parce qu'il y a des tas de niveaux de lecture en fonction de l'époque, en fonction du contexte historique, en fonction du personnage. On peut même revenir à ce qui est écrit sur l'affiche. When you talk about the swimmer, are you talking about yourself? Donc finalement, est-ce que le film te fait pas faire une introspection de toi-même, de tes angoisses, etc. Donc ouais, excellent film, très riche comme a dit Data, une très très bonne recommandation. C'est ça, c'est pour aller plus loin, tu dis un film qui tient dans une feuille, tout un concept qui tient dans 12 pages. Hein. C'est pour ça qu'en introduction, quand je dis que ça vient d'une nouvelle dans le New Yorker, en plus 12 pages du New Yorker, c'est pas vraiment un truc énorme. C'est pas pour rien, hein, et c'est quelque chose qui a accroché. Je crois je me rappelle plus exactement quand sort la nouvelle et quand il est adapté, mais c'est quelque chose qui a très vite intéressé pour être. C'est le genre de truc, tu le lis, ça reste un peu avec toi. Et je pense que le film, c'est à peu près pareil. Il a été voulu de la même façon. Tu vas le ressasser un peu. Tu vas peut-être le re-regarder. C'est pour ça, encore une fois, c'est dommage que Jim puisse pas donner son impression de quelqu'un qui le connaît, qui le revoit. Parce que c'est un film, je pense, qui est à mettre sur une liste. Là. Moi, je serais vous, là, je prends mon calendrier. J'essaie de voir un jour où je suis dispo, où vous savez que vous avez rien à faire. Et hop, vous mettez revoir le film. Et je pense que vous apprécierez, quoi. Ouais, carrément. Je pense que le regard sur le film va changer en fonction surtout que c'est du ça. contexte Alors, dans lequel tu le vois. Dernière question que je vous pose à tous, avant qu'on passe aux recommandations, c'est le fameux « Quand est-ce que vous avez remarqué ?» Parce qu'on en a parlé rapidement sans que personne ne dise vraiment son moment. À partir de quand vous avez remarqué, soit, si vous mettez le mot que vous voulez, qu'il est dans le déni ou dans l'amnésie. Yaz, commence. Quand est-ce que toi tu l'as remarqué? Alors, est-ce que tu veux pas commencer toi, comme ça je me refais les séquences du film? D'accord. Alors moi, c'est parce que je l'avais noté. Parce que moi, j'ai toujours quand je fais pour le ciné-club, j'ai un petit cahier où je note un peu mes impressions, tout ça. Alors, je l'ai noté après, quand il va chez la... Est-ce que j'ai noté le nom de la femme? Non. La mère de son ami décédé. C'est le moment où j'en étais sûr, quoi. Après cette scène-là, je me suis dit, ouais, moi j'ai mis amnésique. Je sais que vous êtes plusieurs à plutôt dire dans le déni. Bon, moi je tiens mon plutôt amnésique. Ça n'a pas vraiment trop d'importance. Mais du coup, moi, c'est à ce moment-là. J'en avais des doutes assez tôt. Presque à la fin de la première piscine. Hein. Quand tu as certains éléments que... Est-ce que j'ai noté? Non.
Non, j'ai pas noté. Si, bah, le seul moment où c'était déjà un peu évident, c'est la deuxième piscine. La discussion qu'il a avec cette femme qu'il connaît, mais qui a ces petits éléments d'incohérence liés à l'amnésie ou démence. C'est pas le mot démence, on l'a pas sorti, mais euh, quand des personnes arrivent à un âge avancé, après un événement traumatique, tu peux arriver dans un cas de démence. Et la démence, c'est ça. Ça va être oublier certains trucs. C'est pareil, c'est un élément qu'on n'a pas trop abordé, mais c'est aussi quelque chose qui fait tomber certaines barrières sociales. Parce que ça, le film ne nous le dit pas. Est-ce qu'il est très tactile parce qu'il est tactile, ou est-ce qu'il est très tactile parce que justement, du fait de sa maladie, ces barrières un peu sociales s'abaissent. Ça, c'est un mystère, on ne le saura pas. C'est des points d'interrogation que donne le film. Mais voilà. Mais du coup, Bah, je vous laisse dire quand est-ce que vous l'avez appris. ouais, si je peux intervenir. Moi, c'était. Alors, je sais plus à quelle piscine, mais il y a une séquence, on n'en a pas trop parlé, où il parle avec quelqu'un qui lui dit écoute, je peux te retrouver un boulot, il sera un peu moins bien payé, mais ça sera quand même intéressant pour toi, etc. Et Ned lui dit non, non, je vais quand même m'en sortir, ce genre de choses. Donc, pour moi, c'était à ce moment-là que j'ai compris, bon, il refuse de s'accrocher à sa réalité, il veut voilà, un peu oublier. Donc, pour moi, c'est une sorte de déni ou de mensonge sélectif. Mais je sais plus à quel moment c'est, donc c'était à ce moment-là. Donc je sais pas si c'est au milieu ou vers le début, mais c'est au moment où il parlait à ce monsieur-là et lui a présenté ce job et il a dit non, non, j'ai pas besoin, etc. Oui, oui, je l'ai pas noté, mais je crois m'en souvenir. Mais est-ce qu'il en parle pas plutôt de... Imagine, là on te dit, tu fais déjà un métier. Ah ben, si tu veux, je peux te trouver un travail, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu te dis, mais pourquoi il me Oui, parle de mais ça? Moi j'ai mon métier, là, très bien. Sauf que là, t'as oublié qu'en fait, t'as plus ton justement, job. oui, en fait, je dis dans le déni, c'est que on comprend que ce métier est moins bien. Si, à la limite, si c'était un meilleur job, on se dit bon, il lui propose quelque chose pour voilà, parce que ils sont bons copains et pour la progression sociale. Mais en tout cas, il fait bien comprendre que c'est un métier moins bien payé, mais c'est pas grave, ça lui permettra de rebondir. Et donc, on comprend qu'il s'est passé un truc tragique dans sa vie, Mm. mais le personnage, donc Ned, refuse de s'accrocher à cette réalité. Il dit non, non, j'ai pas besoin. C'est comme ça que j'ai compris, hein. Peut-être que j'ai surinterprété à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là que je dis bon bah lui, il s'est passé quelque chose de tragique et il veut pas l'admettre. Oh, le film est suffisamment ouvert pour ne pas... pour admettre plusieurs possibilités, je pense. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, Yas. Ouais, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, disons, une des qualités du film, c'est qu'il tranche jamais Ouais. sur une interprétation claire, précise, mathématique, etc. Et ce serait triste même s'il le faisait. Bah, Vas-y. Dernière interruption, après je te laisse finir. Et la fin du film, c'est exactement ça. Parce que t'as toujours en filigrane sa femme, Lucinda, où tu dis, mais qu'est-ce où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Il parle de ses filles et tout. Peu à peu, le film, il te dévoile des choses qui te disent, ah, ça doit pas bien aller. Mais tu t'attends presque, malgré tout, quand il va arriver à sa maison, qu'il y ait au moins ses filles. Du coup, quand t'arrives, que les terrains de tennis, ils sont à l'abandon. Alors qu'il te dit, ah, mes filles ils adorent jouer au tennis. Quand tu vois la maison vide, qu'il peut même pas y rentrer. D'ailleurs, c'est autre truc intéressant, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il ne vient pas de la maison. On sait pas d'où il vient, mais il vient pas de là où il arrive. Ça, on en a la certitude. Parce que sinon, pourquoi le truc est vide, il y a pas, et les clés sont, tout est fermé. Ça, c'est un inconnu. On ne sait, ça, c'est un mystère que le film résout pas non plus. Quand il sort des bois, on sait pas d'où est-ce qu'il sort. C'est encore, c'est pas. Ouais, attends, du coup, j'étais concentré à ce que Mehdi a dit. Ouais, je dis.
Non, mais bref. Alors, ouais, juste pour ce truc-là, moi, la fin à laquelle je m'attendais, c'est qu'il arrive dans un terrain vague avec une caravane, quoi, pour vraiment signifier la déchéance, le déclassement et tout. Mais ouais, juste pour revenir sur ce que. Alors, c'est quoi la. Oui, au moment où on se rend compte qu'il est dans le déni. Moi, je me suis vraiment dit ça quand il rencontre le couple, des plus riches là, qui sont Les nudistes. nudistes, ouais. Parce que là, vraiment, il y a un truc physique de t'as pas assez d'argent, donc tu peux pas, t'es pas avec nous. Mais lui, il dit si, j'ai le pognon, je sais que vous êtes là. Alors qu'eux, ils savent clairement enfin, ils ont l'air de connaître beaucoup sur la situation économique de la communauté, et eux, ils savent que vraiment non, et lui, il dit oui, il insiste. Donc moi, je dirais c'est à ce moment-là. Et surtout, c'est lié directement à son corps, parce que c'est juste avant, il est en train de faire le con en sautant comme un cheval, et c'est là où il s'est blessé. Ouais. Oui, je pense que c'est aussi si tu l'as pas détecté juste avant, je pense que c'est un des meilleurs moments où le détecter. Le fait qu'ils se rendent pas compte, moi, je pense par amnésie. C'est pas qu'il refuse, c'est qu'il se rend pas compte, d'après moi, qu'il n'a plus de finances en fait. C'est un des marqueurs de ah oui, non, il est soit atteint de démence, soit il est amnésique. D'ailleurs, c'est ça. En revenant sur le film là dans cette discussion, je serais plus un partisan de la démence que de l'amnésie maintenant. Parce qu'il y a des éléments qui vont quand même plus dans ce sens-là. Donc voilà. Après, c'est encore une fois, le film s'arrête pas sur une interprétation unique. Voilà. Et oui, quand il s'inscrit, elle raye le truc. Bon, c'est classique. C'est genre en gros pour lui donner l'impression, mais ils savent qu'il a pas l'argent, donc de toute façon, il aura pas à table. Et vu son état psychique, on sait même pas s'il va se rappeler d'y aller de toute façon. Donc c'est bon. Alors, est-ce que vous avez un dernier propos avant qu'on passe aux recommandations? Ouais, on n'a pas parlé aussi de ce que disait Jim dans le chat, qui est le refus de la réalité du monde, du nouveau monde et de l'ancien monde par le personnage. Donc en fait, il refuse absolument tout. Il refuse et la réalité qu'on lui propose, donc la réalité dans laquelle il va et la réalité dans laquelle il vient. Donc c'est-à-dire de la classe sociale haute, bourgeoise, dominante, et le prolétariat dans lequel il est avec son divorce, etc. Et donc, il y a aussi une scène dont on n'a pas parlé qui parle de ça, c'est celle sur l'autoroute, où là, vraiment, c'est là que tu vois que le monde, il veut pas de lui. Même, il y a des gars qui s'arrêtent pas, mais qui lui balancent des trucs. Vraiment, c'est une scène horrible qui détonne dans le film. Par son aspect un peu comment on pourrait dire ça, anxiogène quoi. Moi j'ai trouvé très intéressant pour autre chose, parce que ça vient, elle s'inscrit cette scène-là dans ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les transitions, retour à l'état de nature, quand il passe sur les petits chemins et tout, avec des arbres. Entre chaque piscine, c'est un peu un retour à la nature. Et là, non. Alors que je sais plus quelle est la scène d'avant, mais il me semble que la scène d'avant, c'est une scène où mentalement, il est pas très bien. Et là, d'un coup, au lieu de revenir à sa nature calme, transition entre chaque piscine, pas du tout. Là, on a l'autoroute. Vraiment, l'autoroute, c'est vraiment ce qui signale vraiment l'humain dans ce qu'il a des années 60, de vraiment d'artificialiser, de venir couper la forêt comme ça, à gros coups de voitures, d'asphalte et tout. Et le personnage, il se retrouve là-dedans. C'est un peu... il sort des bois comme une biche, quoi. Comme un cerf, comme un animal. Et pareil, désorienté. C'est pareil, désorienté, c'est le mot. Parce que... comme un indien, c'est ça, c'est la caméra, elle te désoriente. Elle va un peu dans tous les sens, elle te met un peu de flou, elle te met des... C'est-à-dire que même la caméra, c'est toujours un peu le regard du spectateur. Nous, le réalisateur, il fait en sorte que toi aussi, tu sois troublé. Il n'y a pas que le personnage. Et nous aussi, on est un peu... C'est-à-dire que certains réalisateurs, ils auraient posé ça sur un rail,
t'aurais mis ça stable, ils auraient juste montré le personnage peut-être titubant, mais non. Le réalisateur, il a pas décidé de faire ça comme ça, il a décidé de faire des zooms et tout. Ah, il y a une voiture qui arrive vite, tu sais pas vraiment à quelle vitesse il circule, tout ça. C'est vraiment Il y a pour la te bande son désorienter, quoi. aussi. Non, ouais, je suis totalement d'accord. Là, les plans de caméra, ils te montrent physiquement que le perso, il est désorienté, il sait pas. Et ouais, je pense que Jim doit avoir la référence. Donc c'est un film que j'ai pas vu, mais je sais que cette scène est directement inspirée. C'est qu'il y a une scène où il y a un cow-boy qui veut traverser l'autoroute. C'est une scène d'un film où il y a un cow-boy qui veut traverser l'autoroute avec son cheval, mais qui n'y arrive pas en fait. Seuls sont les indomptés, c'est ça, voilà. Et, Il a toutes les refs, donc ça hein. aussi, voilà, c'est une encyclopédie, ce mec. Et donc, ouais, cette scène-là, elle aussi, elle montre le choc entre un ancien monde qui n'existe plus et le nouveau qui lui arrive dans la face, qui est ultra anxiogène, etc. Et il me semble que même dans Le Sol des Indomptés, le cheval devient fou, comme devient fou finalement Burt. Très bien. Alors, on va passer aux recommandations, à moins que vous ayez un dernier truc à dire sur le film. Si, peut-être un dernier truc très rapidement sur la musique. On en a un peu parlé, mais le thème principal était très très bien en fait. Donc je sais plus qui l'a composé. Je sais pas si il y a eu une collaboration récurrente entre le réal et ce compositeur, mais très 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 bon thème principal et qui est repris dans pas mal d'éléments et qui décrit bien l'état d'esprit des pas mal de scènes. Donc moi j'ai beaucoup apprécié la musique aussi. Oui, c'est ça, c'est la musique peut s'écouter, je pense. Si tu regardes le film, juste la musique, c'est très bien, quoi. C'est très 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 bien réalisé. Ouais. Alors, le point Wikipédia me dit que c'est Marvin Hamlisch et c'était son premier job en tant que compositeur. Eh ben, il a fait un très bon travail. Il a très bon. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait après? On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous a fait après? Il a eu plusieurs Oscars, Emmy, Tony. Donc, après, il a quand même bien charbonné. Oui, il a quand même. Oui. Oui, une belle petite carrière, quoi. Belle petite carrière. C'est... Donc, comme quoi, non, ouais. Je veux dire, c'est tous des trucs qui me disent quelque chose, mais sans que je puisse en parler. Donc, je ne vais pas me risquer. Ouais, non, malheureusement. Ah, si, il a fait L'Arnaque, le film avec Robert Redford, qui est lui, pour le coup, un peu le contraire. Enfin, peut-être pas le contraire, mais aussi un film hyper intéressant à voir sur cette époque-là. Eh ben, c'est parfait, puisqu'on passe aux recommandations. Donc, parle-nous-en. Parle-nous de l'arnaqueur. Tu veux que je parle de L'Arnaque? Ouais. C'est pas Marocco, mais bon, en tout cas, L'Arnaque, très bon film. On voit Paul Newman et Robert Redford, qui sont deux icônes du cinéma américain, qui ont fait tout un tas de films excellents, je ne vais pas les citer. Et ça se passe dans le Chicago des années 30, et c'est un peu l'arnaque, mais de bas étage, quoi. C'est pas la mafia comme Le Parrain. C'est on va truquer les courses de chevaux, on va comment on appelle ça, on va arnaquer les gens en leur faisant croire à des trucs, quoi. Donc très très bon film, plutôt classique. Ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je pourrais pas te l'analyser là tout de suite, mais en tout cas, c'est un film culte à voir. On est dans les recommandations. Là, on n'a plus besoin d'analyser, là. Là, on a le droit d'aller vraiment... le truc qui nous vient et qu'on a envie vraiment juste de partager. Du coup, c'est sinon, quoi ma vraie reco. Voilà. Ta vraie reco, ma vraie reco, très bonne question. Non, mais tu sais quoi, vas-y, fais le tour et je vais venir avec une vraie reco. Allez, Glenrod, est-ce que tu as une petite reco qui te vient là tout de suite? Moi, j'ai pas trop regardé de trucs, mais par contre, je vais voir Les Colombes demain au cinéma. Parfait. Tu as vu des trucs un peu dessus? Tu peux nous en parler un peu ou... Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ça particulièrement? Alors, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le fait que donc c'est un western qui reprend un peu tous les
tous les classiques du western avec les différents personnages qu'il peut y avoir. Donc un cow-boy, je crois qu'il y a un indien, un truc comme ça. Après, j'ai pas encore vu, donc voilà. Ah bah oui, mais Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça prend ce thème-là du western, et c'est donc dans l'histoire de la colonisation du Chili, Mm. où ça montre, contrairement au western classique, tous les côtés sombres de la colonisation qu'il y a pu y avoir donc au Chili, mais aussi dans les États-Unis de manière plus générale. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'aller le voir. Attends, tu as dit les colons ou les colombes? Les colons, Ah oui, les ça colons, très s'appelle. bon film. Oui. Ouais. Excellent film. Je pense que ça va te plaire. coup de data. J'espère, ouais. Est-ce que tu as une reco? Alors, la reco blague, on va dire, bon, même si je sais pas encore, mais je viens de commencer Satan Tango de Bellatar, donc magnifique film de 7h30. Non, mais blague à part, Oh. un film que j'ai bien aimé, que j'ai vu fin d'année dernière, donc de fin 2023, c'était Perfect Days. Alors, je pense que c'est Myriam qui l'a recommandé ici. Pareil, je suis allé sans avoir vu le trailer, lu aucune analyse, etc. Et pareil, j'étais très, très, très agréablement surpris par le film. C'est un film un peu très lent, bien, pareil, bien philosophique, etc. Mais que je vous recommande. Donc voilà, Perfect Days. Parfait. Et Yaz, est-ce que tu as ton... Ouais, je l'ai. Ah. Un film que j'ai vu il y a 2-3 mois, qui s'appelle Que le spectacle commence, All That Jazz en anglais. Donc c'est un film américain, sorti dans les années 80, en 79. Et avec Roy Scheider, plus connu pour Les Dents de la Mer, mais aussi Le Convoi de la Peur. Donc excellent film où donc t'as un chorégraphe qui est drogué aux méthamphétamines. Et en fait, c'est un peu comme The Swimmer. Ouais. Je pense qu'il y a des parallèles à faire avec le film, où tu vas assister à sa déchéance progressive, avec un acte final qui est totalement, ouais, exactement, c'est ça, Data. Donc avec un acte final qui est totalement onirique, complètement fou. Voilà, je vous conseille ce film. D'accord. Alors moi, très simplement, le film que j'ai regardé il y a 2-3 jours, je vous recommande The Host de Bong Joon-ho. Voilà, très simple. C'est un film de monstre. Il y a des éléments, évidemment, des classiques à la Godzilla, tout ça. Il y a un peu du Loch Ness. Alors, moi, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi je l'ai regardé. C'est tout simplement, à un moment, j'écoute une émission de France Culture, comme j'aime bien faire, et ils en parlent. Ils parlent un peu du film et tout, du monstre, comment il a été fait. Ils font une analyse un peu sur toute la critique de l'américanisme et tout. Parce que c'est vrai que c'est un truc transcendant dans l'œuvre de Bong Joon-ho, c'est que c'est toujours des films qui sont des critiques sociales, parce que ce soit Parasite et tout ça. Et souvent, il y a des critiques de la présence américaine en Corée. Parce qu'évidemment, voilà, hein. En Corée, il y a encore beaucoup de bases américaines, et les Américains, des fois, prennent une importance trop grande. Ah oui. Et un autre parallèle que j'ai envie de faire, qui m'est inspiré plus d'une émission de Someboy Vrai Nom, là, sur le média, je crois qu'il y a quelques jours. Ouais, Histoire Crépue. Il y a quelques jours, il avait comme invité une des représentantes de... Comment elle s'appelle l'association, mais des victimes de l'agent orange, du coup, au Vietnam. Et l'association, elle a un nom très précis. Je crois que c'est dioxine, quelque chose. C'est lié du coup à l'élément du coup qui empoisonne les gens dans l'agent orange. Je crois que ça s'appelle Stop Dioxine. Je sais plus, mais le nom comme ça. Et le film y a fait penser. Parce que dans le film, ça veut... c'est pas l'agent orange, c'est l'agent jaune. Mais c'est pareil, tu vois, il y a cette idée de... c'est un produit encore plus toxique, et les Américains, ils sont en mode, oh, on s'en fout, hein, hop là. On vous pourrit la vie et tout pendant des générations. Surtout que,
Chose qu'elle disait, du coup, dans la vidéo d'Histoire Crépus pour le média, c'est que la dioxine contenue dans l'agent orange, ça vient vous pourrir sur plusieurs générations. Parce que ça fait partie des rares éléments, un peu des rares pollutions chimiques qui peut se transmettre de la mère à l'enfant. Donc on a vraiment des générations, des fois 4 générations de suite, qui sont encore aujourd'hui empoisonnées. Donc voilà, c'est le petit... comme quoi vous regardez un film, et ça peut vous faire des parallèles de partout, des ponts un peu mentaux d'un coin à l'autre. Donc c'est toujours ça, quand vous regardez des films, restez ouverts, essayez de voir tout ce que vous pouvez rattacher, que vous savez déjà. Et souvent ça peut vous donner des idées. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à ce 2e ciné-club. Donc on espère qu'il y en aura d'autres. On espère que cette fois-ci, Jim Reno pourra s'exprimer. Là, on a fait un petit peu long. On est proche des 2 heures. J'essaierai de voir si on se restreint quand même à cette 1h30 un peu symbolique. Là, on était quand même assez nombreux. Beaucoup de gens qui étaient là pour écouter, donc ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ces 2 heures presque qu'on a passé ensemble à parler d'un très bon film. Donc évidemment, comme d'habitude, sur le Discord, il y aura bientôt, dans une semaine, plus ou moins, le tirage au sort du prochain film, qui après donnera lieu évidemment au choix de la date, ce qui peut des fois être compliqué comme on l'a vu. Donc voilà. Donc comme d'habitude, le replay de cette émission accompagné de petites illustrations que j'ai choisies sera disponible sur mon YouTube. Je mettrai en description de la vidéo YouTube divers éléments qui m'ont permis de faire certaines vignettes. Alors évidemment, j'ai été assez succinct dans mes introductions et descriptions. Du coup, il n'y a pas tellement d'éléments que j'ai ressortis. Mais je vous invite à lire ces éléments dans la description parce qu'ils permettent vraiment d'approfondir qui était l'auteur de la nouvelle, qui sont les péris, un peu une analyse sur le film. Donc ça vous donnera un regard un peu différent. Il y a aussi, vu que j'utilise pas mal d'illustrations, je mets les dessinateurs. Que c'est bien des fois, on a tendance à recopier des images qu'on trouve sur Internet sans mettre le créateur. C'est toujours bien de le mettre au cas où, sachant qu'il y en a certains qui produisent encore des dessins, donc ça peut être intéressant de voir ce qu'ils font. Donc voilà, on se revoit dans un mois à peu près, en espérant que ça vous plaira aussi.